Bonsoir à toutes et tous, c'est J+7, c'est votre hebdomédia. Et quand je l'anime plus depuis longtemps, forcément, je rouille un peu. Sébastien, aujourd'hui, pour vous animer l'émission. Alex, on le salue, n'est pas là cette semaine. Il vous a prévenu la semaine dernière. Mais ça n'empêche pas le reste de l'équipe d'être parmi nous ce soir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Bah ça va. Pas trop mal. Et toi-même? Salut Gauthier. Moi ça va très bien, salut Gauthier, qui n'est pas parmi nous non plus ce soir, mais on va surtout saluer Arnaud pour commencer. Salut Arnaud. Bonsoir Bastien. Comment ça va? Oh écoute, ça va, c'est lundi. Dernière semaine avant les vacances. Tout va bien. Bah oui, c'est vrai que c'est bientôt les vacances. Et ouais, bah oui, quand on est père de famille, on est rythmé sur les vacances scolaires. Donc c'est mon cas. C'est vrai. Et moi je ne suis pas là la semaine prochaine, ça m'empêche pas d'être en vacances, mais pas pour des raisons de père de famille. Mais bon, des choses qui arrivent. Oh, t'as peut-être un enfant caché par-ci par-là, non? Même pas? Écoutez, je ne suis pas François Mitterrand. A priori, ce serait improbable que j'ai un enfant caché. Mais bon, sait-on jamais. Oh, les imitations qui commencent si fort. Jérémy, bonsoir. Appelez-moi Dieu. Oh. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'avoir François Mitterrand avec nous ce soir, quand même. Comment ça va, Jérémy? À part t'appeler Dieu, comment ça va? Oui, à part ça, à part ce moment de modestie, ça va pas mal et vous-même, messieurs, dames? Eh ben, très bien. Pacôme, comment ça va, Pacôme? Mais bonsoir Bastien, bonsoir tout le monde. Écoute, ça va. Je suis rassuré parce qu'on a un gouvernement en place et ça fait trop plaisir, quoi, finalement. Et puis une ministre de la culture, c'est ça. Ah, on a. Bah, on va pas en reparler. Mais on l'aime, on est attaché à elle finalement. Elle s'attache à nous aussi, donc c'est une belle relation finalement, je trouve, avec Rachida Dati. Ça me fait trop plaisir. Un peu une relation d'arrachette parfois avec certains, mais bon. On va voir comment ça se goupille. On va pas en parler de Rachida ce soir, mais on va parler de plein d'autres choses. Dans l'actu, on va parler de droit du rugby avec TF1 qui transforme l'essai et qui va diffuser plein de primes. Mais est-ce que ce sont vraiment des primes? On en parle tout à l'heure. On va parler aussi de Paramount et de Game One qui s'arrête. Mais est-ce que c'est là aussi la seule chaîne de Paramount qui s'arrête? C'est pas sûr, et il n'y a pas qu'en France que c'est compliqué pour le groupe, et on va parler de plein d'actu. En bref, des mystères de l'amour, et mystère c'est sur quelle chaîne? Ça va être à partir de 2026, d'auditions devant le Sénat, de briques qui se déconstruisent au final, qui ne seront plus là l'an prochain. Il y a plein de choses, et puis dans le vu entendu, on va revenir sur les traîtres, mais ça ce sera juste avant Love is Blind, parce que Love is Blind c'est le premier sujet de notre vue entendu. Love is Blind France. Qui n'a pas entendu parler de Love is Blind France ces dernières semaines? Pas moi. Moi, j'en ai bien entendu parler. Toi, t'en as entendu parler. Arnaud, t'en as entendu parler. Au moins de nom. Alors, de nom, mais excusez-moi, mais pour moi, Love is Blind en anglais, c'est l'amour est aveugle. On est d'accord? Oui. Je suis d'accord. Alors moi, il y a je confonds toutes les émissions, mais il n'y a pas de Giuseppe dans celle-là a priori. D'accord. Est-ce qu'ils vont relancer qu'arrivé pas prêt? Je sais pas non plus. Enfin, il y a plein de. Le timeline est bizarre. On vit dans une timeline qui est bizarre, on est d'accord. Jérémy, t'as entendu parler de Love is Blind France? Écoute, s'ils relancent qu'arrive pas prêt, c'est que vraiment on est foutu. Hein. C'est que plus rien ne va. Oh non. Non, mais Love is en effet. Voilà, mais pourquoi? Parce qu'on a entendu parler sur tous les réseaux sociaux. C'est incroyable. Moi, je suis sur Instagram, j'ai vu Love is Blind, plein d'articles, toutes les télés sont devenues folles. On va revenir rapidement. Qu'est-ce que c'est Love is Blind? C'est une télé-réalité Netflix qui a adapté d'un concept américain qui s'appelle Love is Blind. J'espère que vous étiez accrochés à vos chaises parce que c'était. Ah oui, moi je l'avais pas vu venir. Alors non, je peux te corriger sur un truc? Corrige-moi. Parce que on a un titre français sur cette émission. Attention, c'est pas Love is Blind France. C'est Pour le meilleur et à l'aveugle. Horrible titre. Si vous voulez mon opinion sur le... Mais je ne comprends même pas pourquoi il n'y a pas de jeu de mots. C'est pas bien. Non. Parce Pour le meilleur et à l'aveugle. Ouais. L'amour est aveugle est déjà pris, comme je le dis. Ah oui, mais tu peux dire tu fais comme Drag Race France, tu laisses le titre original, voilà, tu Drag Race France quoi. Tu dis Love is Blind. Non, c'est Drag Race France qui sera la meilleure reine. Oui, c'est vrai qu'il y a un sous-titre, c'est vrai. Ah, attention. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et le saviez-vous? L'amour est aveugle, le titre était Dating in the Dark. Voilà. Ah d'accord, bon bah écoute, comme quoi. Donc, mais en même temps, c'est des concepts qui sont différents, parce que pour le coup, l'amour est aveugle, c'était vraiment des gens qui se rencontrent dans le noir, là où il n'y a absolument aucune obscurité dans cette émission-là, au contraire.
tout est devant nos yeux. C'est 15 hommes, 15 femmes célibataires. Alors, je lis l'article des Inrocks, qu'on va vous mettre en source, évidemment, comme toujours. Toutes les sources en description du podcast. Donc, c'est en 3 temps. 15 hommes, 15 femmes célibataires, désireux et désireuses de se marier, se rencontrent dans des capsules où ils pourront échanger et apprendre à se connecter pendant plusieurs jours. On est d'accord, c'est juste textuellement. Oui. Quand tu dis ça s'envoie des petits messages, ils ont un Discord à eux où ils échangent, c'est ça? Ah non, pardon. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non, les capsules, c'est vraiment, ils sont dans dans ce qu'ils appellent des capsules, c'est des pièces, des petites chambres en fait. Comme ça. Oui, ils parlent directement à une personne en face qui est dans une chambre en face, qu'ils entendent. Ok. Donc on entend le son de la voix. C'est un confessionnal. Quoi. C'est ça. Très bien. Tout à fait. Donc ça, c'est donc un espèce de speed dating, mais sans se voir, très bien. Mais en fait, c'est tourné manège. Je comprends. C'est un peu ça. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit côté tourné manège. Ouais. Il y a un côté tourné manège, mais qui va plus loin parce que deuxième phase, les couples se choisissent et se rencontrent pour dire ok, c'est cette personne-là que je veux rencontrer. Ensuite, directement la bague au doigt, ça c'est réglé. Lune de miel, c'est parti. Et ensuite seulement, ils arrivent à Paris et ils se marient officiellement. Donc il y a une espèce de fiançailles, lune de miel, et ensuite ils vivent un peu, ils se disent ok, on se marie pas. Exactement. Et d'ailleurs, sachez qu'ils se marient à Damary-Lélis. Voilà, petite info au passage. Les loups, je ne marie pas. C'est le mariage de la télé-réalité. Un petit peu, ouais, finalement. C'est vrai que je sais pas où c'est précisément. Non, c'est pas dans le château, je sais plus. Je sais que c'est à Damary-Lélis, mais. Ah, je sais plus. Mais du coup, c'est un peu aussi Marie au premier regard, au final. Il y a un peu de ça. C'est la question que je me posais, c'est quoi la différence avec Mario au premier regard? À part, mais ça on va y revenir juste après, tout le choix de casting, la mise en image, etc. Le principe, entre guillemets, c'est le même. Moi, j'ai pas consommé Mario au premier regard, mais c'est vrai que le concept de base de se dire on va se marier avec la personne que pour le coup la production nous pousse un peu à choisir, sans la connaître au préalable, oui, il y a un peu de ça. Mais effectivement, tu le dis, c'est vrai que c'est un héritage de Tourner Manège et d'autres émissions de dating qui existaient bien avant. C'est vrai que c'est un concept qui est vieux comme le rock, en fait, quand on y réfléchit. Hein. Oh, vieux comme le rock. Ouais. Qui est une expression aussi vieille comme le rock, par ailleurs. Je sais pas d'où tu l'as déterré, celle-là, mais elle est belle. Ma première question, Pacôme, toi qui as vu toute l'émission, Pacôme, ma première question, elle va être simple. Parce que je l'ai pas dit, mais c'est Teddy Riner qui anime avec sa femme. À quoi il sert? Pas grand-chose. Ok, merci. Donc ça, c'était la première question. Ça suivante. Non, c'est juste pour essayer d'apporter un peu de glamour au programme. C'est une bonne question. Bon, je vais pas rentrer. Alors, sa compagne, qu'on peut nommer quand même, Lieutenant Plocus. Oui. Bon, je pense qu'il y a un petit côté, effectivement, il faut faire venir un peu des célébrités. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans d'autres émissions. On pourrait parler de Comedy Class aussi, qui fait venir en animateur ou même directement l'autre concept, mais j'ai plus. Dis donc, j'ai un trou de mémoire sur Prime Video. LOL qui ressort. Tout simplement. Ok, oui. Il y a un peu ce truc de on va faire venir des gens qui sont très connus publiquement à l'animation. Sauf que ça a plus de sens, parce que Philippe Lachaud, il fait des comédies, Eric Judor et Ramzy Bedia, pareil, c'est des humoristes qui sont là pour juger d'autres humoristes. Teddy Riner, il est pas connu pour être Hitch, quoi. Non, mais leur couple, il tient la route. Ok, wow, super. On m'a dit, j'ai un peu préparé l'émission, j'ai des indicateurs, des indicatrices en l'occurrence, qui m'ont dit qu'aux États-Unis, c'est Nick Lachey qui anime et qui est réputé avec sa femme pour animer tous les dating shows américains. Ah. Donc moi, je suis très déçu qu'on n'ait pas eu Karine Le Marchand pour faire L'amour est dans le blé, parce qu'a priori, c'est que des gens qui sont pétés de thunes. Si j'ai bien suivi le concept aussi. Elle aurait adoré. S'il y avait eu un Sarkozy dans la salle, elle aurait adoré aussi. Enfin, oui, c'est aussi. Mais non, oui, c'est vrai que le choix de casting est bizarre. Et alors, non, pour répondre premier degré à la question, ils servent juste. En fait, ils sont très peu présents dans le programme. Ils sont surtout là pour introduire un peu les différentes phases de jeu. Enfin, de jeu, c'est pas du jeu, mais les différentes phases de l'émission, de l'aventure, de l'expérience. Et ils animent la réunion qui est le tout dernier épisode, l'épisode 10.
où, je vais pas mentir, hein, animateur, c'est un métier, et tout le monde n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. TV5 Monde sera ravi de l'avoir comme parrain de sa prochaine émission d'entrepreneuriat africaine, si c'est pas vraiment son métier. Mais comme France Télévisions était ravi de l'avoir sur la course au Stade de France, par ailleurs, là, l'émission dont j'ai oublié le nom. La course des champions ? La course des champions, ouais, c'était super. Ouais, mais en fait, ouais, ils sont trop, comment dire, je pense qu'on leur donne des lignes directrices et ils les suivent à la lettre. Et littéralement, du coup, eux sont censés réagir. Il y a des situations sur la réunion, je vais pas spoiler non plus, mais situations un peu rudes, un peu de conflit, un peu de drama sur le plateau. Et eux réagissent d'accord. On sent que. Est-ce que tu as envie de reconstruire quelque chose avec lui ? Bah non, ça s'est mal passé. D'accord. On va passer à l'autre couple du coup. Alors ça s'est passé. Ils sont pas vraiment dans la réaction et dans le jeu avec ce qui se passe. Bon, ok, très bien. Dommage, j'espère que s'il y a une deuxième saison, a priori vu le succès, en tout cas réseaux sociaux, évidemment la plateforme ne communique pas ces chiffres, ils sont pas encore mesurés par Médiamétrie, donc ils ne sont pas publics, mais vu le ramdam sur les réseaux, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas une saison 2 qui soit en approche. Une des particularités aussi de cette émission, c'est un casting plus divers, plus inclusif, mais quand même principalement de jeunes gens trentaine, bien positionnés dans la vie, CSP+, avec des métiers généralement dans le digital, donc dans des métiers du doigt principalement. Pas que, mais c'est des métiers. Ouais, c'est pas que ça. Mais c'est beaucoup de. Il y a une vibe école de commerce, mais il y a surtout beaucoup d'intitulés de postes qui ont été même modifiés. Ça a été dit après. L'amour est dans HEC, quoi. Il y a un peu ça. Non, mais même des gens qui sont, par exemple, on a une personne, Thomas, qui dans la vie est menuisier. Et je sais plus comment ils l'ont appelé dans l'émission, mais ils ont essayé de redonner. Ouais, c'est ça. Un architecte d'intérieur ou un truc comme ça. Pour essayer d'améliorer un peu la situation. Je trouve ça fou en vrai. Donc il n'y a pas que ça, mais la vibe qui est retranscrite dans l'émission, et ça se voit aussi dans les comportements, dans la manière dont certains sujets sont abordés aussi par certaines candidates. Oui, il y a un côté un peu supérieur au niveau de la classe sociale qui est très marquée dans cette émission. Oui, c'est très CSP+, compatible, oui, complètement. Et ça se voit dans la mise en image. Vas-y, Arnaud. Non, j'allais dire, on reçoit Marcel qui est boulanger ou plutôt architecte de viennoiserie. Oui, voilà, c'est ça. Il est artisan de tout ce qui est mise en forme de pain. Décorateur de pâtisserie. Décorateur de pâtisserie. Franchement, c'est des super déguisements pour Massinger, ça aussi. Le cupcake modifié. Donc, hormis ça, diversité, inclusion, etc., beaucoup de thématiques qui sont abordées dans cette émission. Pourtant, j'ai l'impression, vu des articles, donc Télérama, Les Arocs, et j'ai vu un article sur France Info aussi qu'on vous mettra en description, que derrière cette couche de vernis, au final, on retombe un peu sur les mêmes clichés des télé-réalités classiques de dating, pas comme. Complètement. Diversité, oui, il y en a. Par contre, il n'y en a pas forcément sur les genres. Effectivement, il y a plus de personnalités noires, asiatiques aussi, d'Asie de l'Est. Ça, il faut le noter. C'est très rare en télé-réalité d'avoir des personnalités asiatiques. Donc ça, c'est un point à noter. Donc oui, il y a une diversité là-dessus. Et ça, je pense que l'objectif de modernisation de ce genre d'émission passe aussi par ça. En revanche, c'est que des hétéros. Il n'y a pas un seul couple gay, lesbien, trans. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui est très hétéronormé. D'où le titre que je trouve excellent des Inrocks en référence à un même du moment. Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Et ça répond au deuxième point que tu abordes, c'est qu'effectivement, on retombe très vite dans les clichés, dans des trucs qui sont très, très codifiés, très arriérés, très classistes. Enfin, c'est toutes les valeurs. Déjà, le concept même de l'émission en lui-même, il est très traditionnaliste. C'est en gros, on nous passe le message que pour réussir notre vie de couple, notre vie amoureuse, c'est le mariage. Voilà, la finalité, c'est le mariage. Oui. Voilà, c'est le mariage, ça. Les enfants, de réussite sociale qui passe par ces biais très classiques. Exactement. Cela dit, il y a des sujets qui sont intéressants. Tu parles des enfants. Il y a des couples dans l'émission qui ont des enfants. C'est le cas de Tatiana, par exemple, qui a 39 ans, qui est la plus âgée de l'émission. Et donc, il y a ces questions qui reviennent à la fois, c'est la plus âgée, donc comparée à des gens qui ont 32 ans,
c'est compliqué de dater une personne qui est considérée comme plus mature et aussi elle a un enfant. Donc il y a des thématiques sérieuses qui sont abordées dans l'émission, un peu éparpillées sur le Black Love, sur d'autres sujets, mais sur le reste, sur l'idéologie principale, sur le truc qui ressort le plus, oui, tout est très traditionnel en fait et la manière dont ils interagissent et c'est surtout flagrant à partir du moment où ils partent en voyage. Une fois la saison des cabines finie, ils partent en voyage. Et c'est là où ils sont confrontés du coup à la réalité de leur couple. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut matcher? Et on voit des sujets qui sont abordés que je trouve mais tellement dans les interactions, dans les sujets qui sont un peu étonnants, un peu obsolètes. Enfin, il y a un sujet notamment c'est un truc qui est beaucoup ressorti sur les réseaux sociaux une des personnes, j'ai oublié son nom, qui est plus grande que les autres et malheureusement elle date Alexandre qui est plus petit. Et c'est pas censé être un sujet à la base. Et ils doivent partir en soirée et elle dit je mets des talons. Et lui part en vrille. En mode non, je veux pas que tu mets des talons parce qu'après on va se foutre de ma gueule. Et donc ils partent en couille là-dessus. Oui. Donc il y a des sujets comme ça, tu fais. Est-ce que ce genre de choses, c'est pas fait aussi? C'était un peu la question que j'avais après, mais ça rejoint avec ce que tu dis. Ouais. Ce genre d'extrait, ce genre de choses, que ça soit sur la première partie en abordant des thématiques qu'on voit pas forcément dans des télé-réalités, ou sur la deuxième en provoquant un peu au clash sur des choses un peu classiques, une espèce de dissensus, de déconnexion entre les deux parties, ou même entre ce que les gens qui regardent et ce qu'il y a dans l'émission. Est-ce que c'est pas fait juste pour faire parler sur les réseaux sociaux et en fait tous les codes ils sont extrêmement bien calés pour que l'émission arrive à faire parler d'elle sans basculer non plus dans le trash comme on peut l'avoir soit, alors Frenchy Shore je le mets vraiment loin parce que c'est très loin dans le trash, ou même ce qu'on peut avoir de manière très classique sur W9. Oui, alors moi c'est la question que je me suis posée aussi et c'est la réception que j'ai eue. Je vois que d'ailleurs beaucoup d'articles en parlent. Il y a aussi un très bon article de France Info qui en parle et qui interviewe notamment Constance Villanova sur le sujet. Hein. Mais il y a effectivement le rapport aux réseaux sociaux, c'est un vrai sujet pour moi sur l'émission. Pour répondre d'entrée de jeu sur ta question, oui, pour moi j'ai l'impression que les ficelles sont beaucoup plus grosses par rapport à ça. Tu me disais ça je vais faire le parallèle, mais tu me disais ça de Drag Race. Toi, ce qui te dérange dans Drag Race, c'est que les ficelles sont très grosses, c'est très scripté. Les ficelles de la production sont extrêmement... Oui, c'est ça. À la limite, ça me dérange moins parce que tout l'univers Drag Race et tout l'univers drag joue sur quelque chose de théâtral et c'est de la comédie. Donc ça me dérange pas que des vannes soient écrites à l'avance, que des interactions soient écrites à l'avance. Ce qui me dérange plus, c'est quand on amène au chausse-pied des sujets plus sérieux. Mais par contre, là, on est sur quelque chose qui se veut sérieux premier degré. Et je trouve qu'effectivement, dans certains sujets qui sont abordés dans les cabines, dans certaines interactions, il y a des trucs qui sont vraiment très un peu violents et un peu brut de pomme. Et j'ai l'impression que c'est très très forcé par la production pour que derrière ça crée de l'interaction, ça crée quelque chose. Je me suis un peu posé cette question, notamment il y a une autre séquence qui a beaucoup fait parler d'elle. Et là aussi, ça revient au sujet de sujets un peu arriérés, mais il y a quand même cette différence notable entre les hommes et les femmes dans l'émission, entre la solidarité masculine, la solidarité féminine, et notamment le fait que les femmes dans leur chambre, dans leur petit boudoir au moment de la séquence des cabines, il y a un manque de sororité à certains moments, et c'est le cas notamment entre deux candidates qui ont envie d'avoir le même partenaire, Charles, mais en fait, ça matche pas. Et donc, l'une va commencer à dire ah oui, mais en fait, Machine est une fille légère, tu devrais pas date avec elle. Elle la prend derrière en mode pardon, comment ça, je suis une fille facile, quoi. Enfin, donc, bref. Oui, ça part vite. Ça part vite en vrille. Et ce genre de séquence-là, je me dis, mais à quoi ça sert vraiment? Pourquoi c'est là? Est-ce que c'est vraiment leur caractère à elle? Et dans ce cas-là, je trouve ça dramatique. Est-ce que c'est un truc qui est volontairement poussé par la production, un petit peu de dire à Sarah, soit un peu sali, soit un peu bitchy, tu vois? Je sais pas. En fait, c'est peut-être du casting. Moi, j'ai trouvé le casting. Quand j'ai lu tous les articles, genre il y avait à chaque fois des publications Instagram en français, en anglais, parce qu'il faut faire genre. Limite, j'avais l'impression de voir LinkedIn le truc. Donc que les gens aient des personnalités qui soient similaires à des gens qui ont une haute estime d'eux-mêmes, on va dire, et font du personal branding, ça me choque pas dans ce que tu me racontes en tout cas. C'est vrai que c'est pas si choquant. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit côté, tant qu'à parler de télé-réalité au global aussi, il y a un petit côté, je trouve qu'on revient un peu à un truc c'est des inconnus qui sont presque un peu là aussi pour l'image, parce que
Bon, je vais spoiler un truc. Désolé pour le spoil. Sinon, passe à la séquence suivante. On est chapitré. N'hésitez pas à passer à la séquence. Les applications de podcast, faites plus 30 secondes et hop, vous n'aurez pas le spoil. Hop là. 30 secondes. Alors, peut-être qu'on tombera pile. Bon, alors refaites 30 secondes maintenant. Faites 60 dans le dos. Alerte spoil. C'est bon, regardez. Pour ceux qui sont sur Twitch, quand je ferme les mains, c'est que le spoil est fini. Vas-y. Est-ce que je peux me lancer? Vas-y. Ok. Bon, pour le dire simple, l'expérience est un échec. Hein. Globalement, la plupart des couples, même ceux qui se sont dit oui, ont cassé très vite. Il y a un couple qui n'a pas cassé, mais qui a été coupé au montage. Donc comme ça, c'est vite vu. C'est fin spoil. Oui, allez, vas-y, c'est fin de spoil. Je vais pas dire, je vais pas dire qui sont les couples qui ont cassé. Voilà. Mais non, voilà. Non, mais oui, ce qui est plus fou, c'est Richard et Bernadette ne sont pas ensemble. Incroyable. Richard et Bernadette qui est en esthétique de coiffure. Ça fait plaisir de voir la novlangue partout. Oui, non, c'est je disais un couple qu'on ne voit pas du tout de la saison et qui pourtant fonctionne dans la vraie vie. Alors là aussi avec des posts LinkedIn qui montrent que tout est formidable. Oui. LinkedIn, Instagram, pardon, mais ça ressemble tellement. On les voit. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de célibataires aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens qu'on ne voit que par bribes. Il y a notamment une personne qui a été exclue de l'émission d'ailleurs parce qu'il a date des gens pendant la séquence des cabines. Il s'est dit tiens, je vais date des gens. Bon, oui, comme ça c'est fait. La production a dit Tinder, on sait jamais. Hein. Casse-toi en fait. On ouvre. Et puis il y en a d'autres qui vraiment apparaissent et disparaissent très vite. Et effectivement, parmi ceux-là, il y a effectivement Anaïs et son compagnon, j'ai plus son nom. Je suis désolé, j'ai pas retenu tous les noms parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai pas une grande mémoire là-dessus. Et c'est Stan, voilà, merci. Et effectivement, Anaïs, on la voit un moment, mais fout la merde. Elle est juste là pour dire en fait, j'ai appris que Thomas, il avait discuté avec une meuf avant de faire l'aventure. Comment ça, il a date mais moi, il m'avait dit qu'il n'était pas en couple, qu'il avait personne depuis longtemps et tout. Donc elle est juste là pour foutre la merde. C'est la manière dont je précise, c'est la manière dont le montage nous le montre. La production, ouais. Et là-dessus, effectivement, c'est très étrange parce que je me suis de fait posé la question en voyant la réunion. Je l'ai regardé hier, la réunion, où j'apprends que vraiment, pas terrible. Je me suis posé la question, mais quel est l'objectif? Qu'est-ce qui est attendu par la prod? Est-ce qu'ils attendent qu'il y ait une réussite dans le concept? Ou est-ce qu'ils attendent autre chose? Est-ce qu'ils attendent que la finalité soit bonne? Parce que quand on regarde au final, on essaie de nous dire est-ce que l'amour est aveugle? Le résultat, c'est que a priori non. Du coup, c'est quoi l'idée derrière? Si ton expérience marche pas, c'est quoi l'idée quoi? Ils vont faire l'inverse. Peut-être la saison 2, ils vont juste se voir et pas se parler. Voilà, ça s'appelle l'île de la tentation, tu me diras. Mais non, ça s'appelle être un homme dans l'émission. T'inquiète pas, il y en a plein qui savent pas communiquer. Ça, c'est un autre sujet. Mais les hommes ne savent pas communiquer, ça se saurait, voyons. Jamais. Mais non, mais du coup, ouais, c'est très étrange. C'est très étrange. Je trouve que... c'est ça, Tom qui nous dit que même aux États-Unis, la version française fait du buzz, mais c'est vrai que j'ai l'impression que globalement, et c'est une des forces des plateformes à Netflix, à la Prime, c'est qu'en déclinant tous les formats, et même un peu M6 avec les traîtres, on en parle des traîtres dans 5 minutes, de réussir à avoir ce truc de on fait une télé-réalité qu'on décline partout dans le monde avec ses codes, parce que je disais aussi, il y a les codes romantiques, la française, etc. Mais pour avoir un contenu qui est consommable par tout le monde et dont le buzz en France arrivera aussi à alimenter les réseaux sociaux US et d'avoir un truc qui est c'est la globalisation de la télé-réalité au final. Ouais, je vais quand même réaccentuer ce point réseaux sociaux parce que pour moi c'est un des points majeurs du succès de l'émission. On parle justement de moments, d'instantanés, de séquences. Il y en a dans toutes les émissions de télé-réalité, soit. Ce que je trouve frappant avec Love is Blind, et c'est ce qui fait pour moi sa communication est très différente par rapport à d'autres télé-réalités, et notamment des télé-réalités diffusées en linéaire, c'est que Netflix a complètement ouvert les vannes. Il y a du React à tout va, il y a des extraits sur Insta, partout. Quoi. Il y a du React partout. Alors, il y en a certains qui ont été autorisés, et c'est le cas de Domingo qui a eu l'autorisation de pouvoir faire du React. Je ne sais pas s'il a eu l'autorisation d'ITV Studio qui produit l'émission ou de Netflix directement, mais enfin, toujours est-il qu'il a eu l'autorisation. D'autres n'ont pas forcément eu l'autorisation, mais Netflix ne fait rien. C'est le cas d'Océane, c'est le cas d'Opécrot, même Flonflon Musique. Je sais pas pourquoi. Mais bref, plein de gens qui ont aussi été bannis plus tôt pour faire du React sauvage et qui n'ont pas forcément tous compris la leçon. Mais si Netflix est tranquille tout le monde, c'est qu'à priori, il n'y a pas de raison de le faire non plus. C'est ça.
Et effectivement, tu parles même plus globalement sur les réseaux sociaux. Les séquences que j'ai citées juste avant, elles ont fait pas mal parler aussi via TikTok, forcément. C'est une émission qui suscite du débat, des réactions, parce que tout le monde peut essayer de voir un petit peu les green flags, les red flags, de montrer un petit peu sa propre vision aussi de l'amour, d'une relation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et Netflix a parfaitement conscient que cette émission fonctionne en fait principalement par ce mécanisme-là de réaction à des situations qu'on voit qui nous paraissent. Et c'est pour ça que je dis que finalement il y a des choses qui sont très tirées par les ficelles de la production, parce que pour moi, en fait, ils savent ce qu'ils font. Et ils ont l'objectif de vraiment dépasser un peu ce cap des réseaux sociaux, qui en fait est très fermé quand on regarde sur des chaînes linéaires. Même si je trouvais, je pensais par exemple à TF1 avec la Star Academy qui reprend samedi, j'ai hâte. Yeah. On l'a dit suffisamment de fois ces dernières années. Dès qu'il y a des trucs qui sortent sur les réseaux sociaux, TF1, au bout d'une journée, hop, ça strike. Contre-exemple, 4 mariages pour une île de miel, ils s'en battent les couilles. Alors là, les reacts sur Twitch, sur YouTube, ça, il n'y a pas de problème. Ça, a priori, ils laissent tranquille. C'est pas la production qui peut... Pardon, tu disais Arnaud ? C'est peut-être là où il n'y a pas plus d'enjeux, 4 mariages pour une lune de miel. Là où j'ai régulièrement la rediff même de cette émission-là, sans trop vergogne. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas une... Oui, c'est pas le même traitement que la Star Academy qui est un gros barnum pour le coup de divertissement de TF1, effectivement. Et qui se consomme jour J, etc. Pareil, Koh-Lanta, ça se consomme en temps réel, ou carte mariage, une lune de miel. Même comme Cauchemar en cuisine, c'est un peu du stock que tu peux rediffuser, consommer un peu tout le temps. C'est pas marqué dans le temps et c'est pas un sujet qui s'étire en longueur. C'est pas un feuilleton. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là où les chaînes de télévision ont encore un truc qui est très maîtrisé dans leur communication sur les réseaux sociaux, Netflix laisse la communication aux autres. Et c'est ça qui, aujourd'hui, fait que l'émission a fait beaucoup parler d'elle. Et c'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que ça va pas amener aussi d'autres plateformes, je pense à Prime Video par exemple, qui a un peu de mal encore là-dessus, ou même d'autres chaînes de télévision à l'avenir, à justement ouvrir un petit peu plus en sachant les enjeux que ça peut avoir sur un public qui aujourd'hui, on le sait, déserte le canal traditionnel de la télévision pour se concentrer justement plus sur les réseaux sociaux, les reacts qu'il y a sur Twitch ou YouTube. Est-ce que c'est pas un objectif d'évoluer un petit peu là-dessus? Moi, j'ai trouvé ça intéressant et c'est aussi ce qui m'a amené moi-même à découvrir l'émission. Il n'y aurait pas eu les reacts. Moi, j'ai tout regardé chez OPCROT où c'était, je vais pas mentir, un peu vénère. Et ça fait des fois un peu de bien. C'est-à-dire que tu t'es pas abonné à Netflix? Non, je me suis pas abonné à Netflix pour ça. J'avoue que je l'ai consommé. C'est intéressant aussi. Voilà. De moi-même, je pense que je l'aurais pas regardé en solo. Même si, je vais pas faire genre, il y a eu des moments où j'ai été pris dans le truc. Genre, l'épisode de la réunion d'hier soir où j'ai eu des réactions où j'étais en mode « Mais non, mais pas lui, mais arrête !» Bon, je fais partie du problème. Mais forcément, mais... Non, mais disons que ça fonctionne quand même un petit peu visiblement sur moi, même si je critique la démarche et que je vois... C'est que c'est bien produit. Voilà, c'est que ça fonctionne quand même. Mais de moi-même, je pense que je l'aurais pas regardé quand même en solo. À la limite, peut-être avec mon mec. Peut-être, je sais pas, on aurait débattu. Mais d'ailleurs, dernier point là-dessus, mais il y a un petit côté aussi dans les réactions que ça suscite. Et là-dessus, je pense qu'ils le savent aussi. Attention, ça va être un peu... un petit peu philosophie psychologique comptoir. Mais il y a un petit côté supériorité, je pense, là-dedans, de se dire... Moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais, voilà. Ou de se comparer des relations amoureuses qu'on a pu avoir avec ce qui se passe, etc. C'est ça. Genre vraiment des séquences, littéralement, il y a des trucs, j'en ai discuté avec mon mec pas plus tard qu'il y a 2 jours, et puis même en regardant, j'étais en mode « Ah mais nous on communique bien mieux en fait que eux, parce que eux ils se parlent pas. » En mode, ça se discute plus facilement, la machine à café, c'est même plus facilement de comparer. Ça fait partie de la production value qui est apportée à cette émission. C'est ça. En tout cas, relations télé, réseaux sociaux, suivez-nous dans J+7, on en parle assez régulièrement. La semaine dernière, GP Explorer, si vous ne l'avez pas rattrapé, n'hésitez pas, c'est en podcast. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être Arnaud ou Jérémy, que vous posez? Est-ce qu'il y a un dernier point Pacom que tu voulais aborder? Est-ce que dans le chat, des gens ont des questions, des gens qui ont vu l'émission? Je vois qu'Aperdrive qui demande si tout a été diffusé en une fois. Et il me semble que non, justement, la réunion a été diffusée plus tard déjà. Plus tard, ouais, elle a été enregistrée une fois. Alors, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont tournée, c'est une vraie question que je me suis posée.
C'était par batch de 2 épisodes, non? 2 ou 3 épisodes? Non, mais la réunion, je voulais savoir quand est-ce qu'il avait tourné parce que clairement, ils font comprendre que du coup, il y a certaines personnes, littéralement Galien, qui avait été exclu de l'émission, qui arrive sur le plateau, on le fait venir en disant ouais, je m'en suis pris un peu plein la gueule sur les réseaux sociaux à la suite de ça. Oui, donc c'est forcément après la diffusion des premiers épisodes. Au moins des premiers épisodes, ça c'est sûr, oui. Donc voilà. Mais si, dernier point quand même, on parle de la production, il faut quand même admettre que c'est très léché. C'est des productions très plateforme avec... Ça c'est marrant de voir un petit peu les points de comparaison avec Prime aussi sur le montage musical, sur la narration aussi qui en fait est réalisée au travers des animateurs ou des personnes elles-mêmes. Il n'y a pas de narrateur externe, il n'y a pas de voix off, contrairement à beaucoup d'émissions par exemple d'M6 qui utilisent beaucoup la voix off pour faire avancer le récit. C'est ITV Studio, donc c'est une boîte de prod télé à la base qui produit aussi ça, comme beaucoup d'émissions de flux de Prime où c'est en 2 molles. Oui. C'est là où on voit un peu des différences. C'est un côté très cinématographique dans la mise en image. C'est du cinémascope. Le plateau de la Réunion est hyper joli. Et je voyais Océane qui disait que même c'était le meilleur plateau qu'elle avait vu parce qu'elle réacte aussi d'autres saisons a priori étrangères. Vraiment, elle dit clairement le plateau est beaucoup plus beau que celui de d'autres émissions, d'autres versions étrangères. Donc oui, tu sens que quand même il y a eu des moyens qui ont été mis sur la production en elle-même, mais pour finalement un résultat, et c'est un bel emballage, mais pour finalement une Wonderbox. Pas promis par Sterrin, mais une Wonderbox, quoi. Un truc très classique, quoi. Bon. Et c'est Love is Blind France, on en reparlera. Si on voit passer des chiffres, s'il y a une saison 2, on vous en reparle dans J+7, et de toute façon, vous serez au courant. Sur tous les réseaux sociaux, autre chose, ça fait beaucoup parler, qu'on a un peu moins vu sur les réseaux, mais sur lequel M6 ça fait beaucoup de promotion, c'est les traîtres. Il y a eu du suspense, il y a eu du rebondissement. Est-ce que, Arnaud, toi qui es notre expert traître, il n'y aura pas Gauthier avec nous qui est aussi calé sur le sujet, est-ce que je peux dire les candidats en finale, qui sont en finale, sans que ça soit un trop gros spoil? À voir avec le chat, parce que... alors attends, que je réfléchisse... Les candidats en finale. Il y a au moins 2 personnes qui sont un spoil d'un mécanisme de la saison, mais c'est un mécanisme de la saison, donc on peut presque le dévoiler maintenant. Puis on a un peu parlé. Tu peux dévoiler les 5 qui étaient en finale, puisque c'est les. Oui, je dirais pas qui a gagné. Je dirais pas si c'est les traîtres ou les loyaux qui ont gagné, promis. D'accord, on ne dit pas. D'accord, donc il faut que j'adapte ma prise de parole là-dessus. Jérémy. Chantal. Il faut que j'appuie sur le bouton, c'est mieux. Juste comme Alex n'a toujours pas vu la saison, je suppose, fais 2 fois 30 secondes, Alex, tu reviens après. Ouais. On va faire un prudent, on sait jamais. Un des mécanismes de la saison, Alex passe tout de suite, c'est qu'il y a des anciens qui reviennent. Et donc du coup, dans les candidats en finale, Christine Bravo, Studio, Daniel, c'est des gens qui étaient là sur des saisons d'avant qui sont revenus. C'est pour ça qu'il y a un petit spoil de mécanisme dans les gens qui sont en finale. C'est vrai que même Christine Bravo, j'avais oublié, parce que moi dans ma tête, Studio Daniel, parce que littéralement c'était la saison d'avant. Sophie, Christine Bravo mais aussi. Ouais, Christine Bravo. Non. Christine Bravo. Ah bon c'est sa première saison. C'est Studio Daniel, c'est Frédéric Bell et c'est Sylvie Tellier. J'ai mal lu ma fiche Wikipédia, tu vois. Moi, j'ai pensé que c'était le cas du coup. Christine Bravo, elle était là au premier épisode et elle se fait jarter au premier épisode et elle revient plus tard. Ah ok, c'est une autre mécanique. Oh, il y a plein de mécaniques. Et c'est Koh-Lanta ou quoi? Dis donc. Bon. Et aussi en finale, Théo Fernandez, qui a fait Les Tuches, puis ensuite qui a fait Le Pâtissier Célébrité et Danse avec les stars. Donc, et Gaston Lagaffe. Mon coin. Moi j'adore mon coin. Il m'a rendu fier. Avec Cathy, on l'a regardé. Anne-Elisabeth Blateau de Scène de ménage et Marlène Schiappa, évidemment, fallait se souvenir qu'elle était là. C'est pour ça qu'elle n'est d'ailleurs pas rentrée au gouvernement. C'est uniquement parce qu'elle était au traître. Au gouvernement, c'était pas déjà une traître? Ça dénonce. C'est ton année. Pardon, ça dénonce. Je laisse totalement maître de ce que tu dis, Paco. Pardon, en fait, je me tiens plus en place. C'est pour France Inter demain matin, excuse-moi. Pardon. Tu t'entraînes, c'est ça. Ok, Chameroy. Non, on l'envoie lui la balle. On le salue s'il nous écoute. Oh là. Alors, bon. Arnaud, la saison, qu'est-ce que t'en as pensé par rapport aux saisons précédentes? Est-ce qu'elle était mieux, moins bien? C'est toi notre expert. Moi, j'ai rien suivi comme d'habitude. Je regarde plus à la télé. Je sais même pas ce que je fous encore là. Arnaud. Je vais essayer de dire ce que j'en ai pensé sans trop spoiler. Sans trop spoiler.
Voilà. Alors non, globalement, alors la saison était très bien, vraiment très très bien. Globalement, Les Traîtres est un format qui marche très bien parce que ce programme a une force que d'autres émissions similaires n'ont pas, c'est que ça dure 7 semaines. Et c'est très bien comme ça, c'est parfait et ça permet Ça tire pas en longueur comme ça peut être sur un Koh-Lanta par exemple. Voilà, bah tu vois, avec 2 saisons des Traîtres cette année, en 2025, il y a eu 2 saisons des Traîtres. Ça a duré 14 semaines en tout, là où une saison de Koh-Lanta, c'est 15 semaines. Donc, oui. Mais 2 saisons, c'est quand même trop, je trouve. Hein. Je suis désolé, moi je maintiens là-dessus. Hein. Oui et non. Honnêtement, on le sent passer plus facilement qu'un Koh-Lanta. Et cette saison a encore été très bonne parce que c'est l'une des forces qu'a M6 dans ce programme, c'est que les castings marchent plutôt bien. Ouais, et quand il y a des loyaux qui sont mauvais, les traîtres sont bons et inversement. Et cette année ne déroge pas à la règle. Il y a eu, voilà, alors je ne sais pas trop comment angler le truc pour pas trop spoiler, mais on va dire que il y a un camp qui a été très bon du fait que le camp d'en face était moins bon. C'est pas facile mais t'as quand même un espèce parce que parce que moi j'ai pas suivi, je sais même pas de quel camp tu parles. En plus, je peux te lancer sans que tu spoil. Est-ce que c'est une disparité qu'on voit toute la saison? Parce que c'est des choses qu'on voit aussi parfois dans Koh-Lanta, de se dire il y a une tribu qui est meilleure que l'autre, je vois pas comment elle va survivre. Et effectivement, elle survit pas et ciao, en fait, la fin on l'avait depuis le début. Ou est-ce qu'il y a quand même de quoi se dire il y a un moment, la vapeur elle peut se renverser? À un moment, on se le dit. À un moment, on se. Alors. Oui et non, en fait, il narre bien. M6 narre plutôt bien parce que jusqu'à les derniers instants avant la table finale, tu dis ce camp-là peut gagner. Les deux peuvent encore gagner, il y a encore de quoi faire. Les deux peuvent encore gagner. Et puis bon, il y a des éléments qui font que bon bah voilà, cette partie-là se grille plutôt que l'autre. D'autant que voilà, il y a vraiment eu des très très bons candidats, des très bons joueurs, des très bonnes joueuses. Je pense à Christine Bravo, qui à la base, je suis pas un grand fan de Christine Bravo, mais qui m'a bluffé dans l'émission. Marlène Schiappa, je sais, ça va en faire tiquer plus d'un, hein, voilà. Pardon. Désolé, Pacôme. Je suis même pas sûr que Pacôme soit si surpris. Non, mais. Pas tant, en vrai, non, pas tant. Mais, alors, honnêtement, M6 prend toujours ce pari de mettre des politiques dans cette émission. Alors Jean Lassalle, bon, ça avait été un peu un PNJ à l'époque, mais que ce soit Raquel Garrido l'année dernière ou Marlène Schiappa cette année, alors oui, bah voilà, c'est notre classe politique, on a la classe politique qu'on mérite. Hein. Non, mais l'année prochaine, on aura Elisabeth Borne. Là, elle a plus rien en ce moment, donc voilà. Pas hésiter à l'appeler. Mais voilà, Rachida Dati, elle pourra faire ministre de la Culture et aussi dans cette émission-là, je pense. Elle serait. Oh putain, en vrai, je vois. Vu qu'elle a rejoint LR, quitté LR, rejoint LR et a été exclue de LR, je pense qu'elle a un bon profil pour l'émission. Non, mais j'ai la vision. Mais c'est ton analyse. Non, mais alors là, c'est vraiment une pure analyse. Il y a un truc qui est fort, par exemple, à un moment, Marlène Schiappa, lors de la table finale, on lui pose une question sur le moment où les traîtres ont été désignés. C'est la séquence qu'on a vue avec Dwagby, notamment, au tout début de la saison, qui a beaucoup tourné sur les réseaux, où Dwagby demande à Marlène Schiappa, Marlène, Éric Antoine, t'as touché l'épaule gauche ou l'épaule droite? Et Marlène Schiappa... J'ai eu peur un peu, mais... Oui, Éric Antoine aime beaucoup toucher les épaules. Alors que si ça aurait été Éric Antoine qui aurait demandé, mais il t'a mis le doigt où? Là, ça aurait été bizarre. Oui. Pour expliquer, pour que je puisse étayer mon propos, les autres saisons, Éric Antoine, au tout début, lors de la première table, il touche l'épaule de ceux qui désignent traîtres. Cette année, il a été plus il a touché l'épaule de tous ceux qui étaient loyaux. Donc évidemment, Marlène Schiappa a eu l'épaule touchée. Bon voilà, je mini-spoil, désolé, mais je suis obligé de le dire. Mais donc elle a été loyale. Et Dwagby lui pose la question, épaule gauche ou épaule droite? Et là, elle répond pas, alors qu'elle est totalement loyale. Et ça aurait été plus simple de dire, elle m'a touché l'épaule gauche ou l'épaule droite. Et en fait, elle fait une réponse de politique. Et dans la dernière table ronde, elle explique
que voilà, elle a un mode on-off quand elle est sur les plateaux de BFM Télé et tout, bah voilà, le gouvernement reviendra vers vous incessamment sous peu. On a perdu, mais on a quand même gagné l'élection ce soir parce qu'on a compris ceci, cela. En fait, elle explique comment un politique répond et elle l'explique. Voilà, c'est alors Christine Bravo se fout de sa gueule en lui disant bah les Français vont être débectés de ce que tu racontes, mais voilà, elle explique un petit peu. En ce moment, ils sont pas surpris, mais. Ouais, voilà, ouais, en ce moment, ils sont pas surpris. Et puis, enfin, en ce moment, ils font passer Marlène Schiappa, qui a été déjà quand même pas très forte et pas une ministre reluisante, pour limite pour un ange. Mais attends, enfin, bref. ça veut dire que Marlène Schiappa, on lui a touché ni l'épaule gauche ni l'épaule droite, mais en même temps les deux. Ouais, alors c'est plus bizarre quand tu touches les deux épaules en même temps, généralement. Enfin bref. Je sais pas. Non, mais voilà. Il y a toujours des personnages voilà, qui sont intéressants. Raymond Domenech, qu'on peut, voilà, pour les fans de foot, on connaît la personnalité de Raymond Domenech. Et ce genre d'émission révèle un petit peu ces personnages-là que on connaît sous un angle, et quand on les découvre dans cette émission, bah, on se dit ça les sympathise. Alors je sais que j'ai envie de faire une bouffe avec Marlène Schiappa maintenant. Bah voilà, Pacôme, voilà, je savais que ça ferait réagir Pacôme, parce que je sais que toi, Pacôme, t'aimes pas trop quand on sympathise quand on rend sympa les hommes politiques, par exemple. Mais voilà. Non, c'est toujours la prise de distance. Mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. En vrai, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais c'est aussi pour ça qu'ils y participent. Soyons honnêtes, il y a une question d'image aussi derrière qui, au départ... Alors, cela dit, je pense que c'est compliqué parce qu'au départ, je pense que tu te fais quand même assez tracher la gueule. Parce que la plupart des gens surtout les politiques, dès qu'ils y vont, c'est généralement très critiqué. Mais par ailleurs, effectivement, je pense qu'il y a un petit enjeu ça peut les rendre sympathiques et plus proches du public d'une certaine manière. Oui, donc, je pense qu'il y a peut-être un truc à jouer. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que dans le deal des politiques, c'est OK, on participe, mais on n'est pas traître. Parce que imaginez si Marlène Schiappa, par exemple, avait été traître. Parce que quand tu es traître, tu dois faire des choses, pas, alors j'allais dire immorales, mais c'est un peu fort de dire immoral, c'est dans le jeu, mais voilà, tu dois trahir, tu dois mentir, etc. Tu crées la retraite des vieux. Parce que les politiques savent très bien faire pourtant, donc je vois pas le. Oui, mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un politique traître. C'est ça que tu nous dis. Alors, techniquement, s'il y en a eu un, mais on le connaît plus comme sportif, c'est David Douillet. Oui, ok. Oui, d'accord. Qui est quand même ancien ministre des Sports. Hein. Oui, bien sûr. Encarté LR pendant longtemps, enfin UMP. Oui, voilà. Donc voilà, mais bon, il est plus connu sous l'égide. Oui, c'est pas son. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de tous les politiques qui ont été, à part Jean Lassalle, mais qui est maintenant un peu retiré du monde politique, il fait une super pièce de théâtre, je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, c'est incroyable. Jean dans la salle, là, en fait. Ouh, super, les extraits, ils sont. Wow. À part Jean Lassalle, j'ai l'impression que c'est que des gens qui n'ont pas d'ambition politique. Ce que je veux dire, c'est que Sébastien Lecornu pourrait envoyer des gens là-bas, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas d'ambition pour 2027. Tu peux même participer. Oui, parce que je parlais de l'explication des éléments de langage qu'utilisait Marlène Schiappa. Quand Christine Bravo lui dit les Français vont être débectés quand ils vont t'écouter, Marlène Schiappa dit non, parce que je ne prétends à plus aucune élection. Oui, c'est ça. Raquel Garrido, on sait que pareil, politiquement, elle est un petit peu cramée. Donc, et puis, c'est les deux mêmes. On va dire que c'est les deux mêmes personnalités qui écument un petit peu maintenant les plateaux de télé assez régulièrement. Par exemple chez Hanouna, ou là, qui sont plus devenues des chroniqueuses que. Oui, mais pardon, c'est juste le cas de Garrido où je suis moins d'accord parce qu'elle est très présente encore maintenant sur LCI notamment. Oui, mais elle n'a pas d'ambition. Mais oui, elle n'a pas. Elle n'a pas d'ambition présidentielle, c'est plus ça. Ah oui, présidentielle. Ou même législative ou autre. Législative. Elle est plus candidate nulle part, Raquel Garrido. Ça devient un podcast politique, attention. Ah bah ça l'était pas à la base, pardon. Non, mais ça, Caper Drive nous propose Roselyne Bachelot dans Les Traîtres. Ça pourrait être effectivement un profil qui pourrait convenir. Ce serait un super profil, Roselyne Bachelot. Oui. Parce que c'est presque étonnant qu'elle soit pas déjà shortlistée. Ouais. C'est vrai. Pour l'écouter un petit peu aux grosses têtes, elle a la gouaille, elle a la répartie, elle aurait l'analyse d'une politique. Enfin, si, ce serait une très bonne. Une très bonne caste. Oh là, vas-y, non, ça balance déjà. Un petit Jean Castex. Hein. Jean Castex, alors là, moi je pense que.
La traîtrise en politique n'est pas une bonne chose. Tu mets Jean Castex et Jean-Michel Apathy dans une même pièce. C'est ce que j'allais dire. Je les confonds. Moi, perso, je les confonds. J'allais dire, je commence à imiter Jean Castex, mais j'ai envie de dire étonnant, non? Étonnant, non? Apathy. La chanson. Son livre, il marche pas très bien, j'ai vu, voilà. Le livre sur Hanouna où il a dit lui-même en le vendant, vous n'apprendrez rien. Je suis vraiment étonné qu'ils se vendent pas. Ouais, c'est bizarre. Et voilà. Non, mais voilà pour les traîtres. Apparemment, la saison 6 est déjà en boîte ou est en train d'être mise en boîte. Sachant qu'en termes d'audience, l'émission marche toujours aussi bien. La finale a fait en live, en linéaire, 1,4 million de téléspectateurs, quasiment 8% de part de marché, 23% sur la cible des responsables des achats de moins de 50 ans, donc ça cartonne sur la cible, comme on dit. Il y a un truc qui a étonné un peu, c'est le passage du mardi au samedi. Typique M6, une programmation jamais stable, qui a néanmoins permis à l'émission, avec une forte concurrence du samedi, de surperformer sur la plateforme, où notamment les épisodes du 27 septembre, donc épisodes 9 et 10, ont fait en J+1 1,1 million de téléspectateurs, ce qui est un record pour les traîtres sur M6+. Et ouais, le replay cartonne sur cette émission, et ainsi quand même si ça continuait de produire. Ils auraient donc c'est une prod M6, c'est une prod Studio 89. Je fact-check. Si je me plante pas. RTL Nederland en création, production. Studio 89, c'est ça, je l'ai sous les yeux. Studio 89, oui. Donc c'est une prod interne, en plus, c'est pas forcément le plus cher. Même si ça fonctionne beaucoup sur M6+, on sait que le modèle économique d'une chaîne à la M6, c'est encore beaucoup linéaire. Mais la montée en puissance de la plateforme et les abonnements dessus peuvent aider, ou le micro-paiement. Ça aussi, on en viendra plus loin dans l'épisode quand on parlera de TF1. Bilan de la saison plutôt positif. Si on doit mater... Paco, tu as peut-être une question ou une remarque? Oui, juste là-dessus, pardon, je vais faire le complotiste de service, mais c'est vrai que j'en suis à me demander si M6 ne fait pas exprès par moment de faire ces petits changements aussi de programmation. Alors je sais que c'est lié aussi à de la programmation en face, à des événements, du coup ils sont obligés de décaler des trucs. Mais j'ai l'impression, d'ailleurs je vois que RMC fait la même chose maintenant avec le Big Deal, c'est super. Mais je crois on en a parlé la semaine dernière, peut-être. Non, Big Deal Halloween qui certifié le jeudi avec des rediffusions le vendredi, puisque le vendredi ce sera la Energy Music Award. Bref. Mais j'en suis à me demander si M6 ne fait pas des fois exprès justement pour amener des gens plus facilement sur sa plateforme en replay. Je vais peut-être loin là-dessus. On va voir. On a 2 grosses émissions qui arrivent sur M6, que sont Pékin Express, la nouvelle saison qui commence là incessamment. Qui marche bien aussi en replay généralement. Est-ce qu'on va voir aussi une nouvelle programmation de changement de jour, etc. Et Pandore avec Olivier Mine qui devrait aussi arriver très vite. Là aussi, on verra si on a une stratégie similaire. Ça fait quand même quelques émissions d'M6 où ça se passe comme ça. Effectivement, il va falloir commencer à se poser la question d'est-ce que c'est pas une vraie stratégie, cette programmation dont on se moque de J+7 en J+7, pas comme. Je rebondis là-dessus. On a une breaking news de Maxime Guény. Qui est tombé cet après-midi. Souvent, les news par rapport à ça de Maxime Guény s'avèrent assez vraies. Il parle d'un nouveau projet entre Media One et M6 qui s'appellerait Les Héritiers de Monte Cristo, où 12 candidats plongent dans l'univers du conte pour décrocher son trésor. Entre stratégie, courage et trahison, rien n'est jamais figé. Voilà. Un nouveau jeu d'aventure à rajouter dans la liste. Ça fait beaucoup. Alors que Destination X. Bon. Bref, je resterai. Qu'est-ce que j'aimerais que ça revienne. Éternel frustré qui qu'une saison. Et bon, alors que qui est la taupe? C'est vrai, c'est Muriel. Tout le monde le sait que c'est Muriel. Oui. Destination X, putain, il y avait vraiment une ambition incroyable et la saison avait été incroyable. Et puis Olivier Bas, quel dégaine d'acteur porno quand même. Faut le rappeler. Oui. Olivier en bas. Gay en prime time, c'est quand même pas fréquent. C'est tout. On avait quand même un message sur le répondeur de Christelle, tant qu'on parle d'M6, qui nous parlait justement de quelque chose qui s'est passé dans Cauchemar en cuisine cette semaine. Si vous voulez laisser vos messages sur le répondeur, répondeur.j+7.fr, sur tout ce que vous avez vu, entendu, ou pour revenir sur l'actu ou pour poser des questions. Là, en l'occurrence, c'est ce qui a été vu, entendu cette semaine dans Cauchemar en cuisine.
Bonsoir, je m'appelle Christelle et c'est pour parler du dernier épisode de Cauchemar en cuisine de vendredi. Personnellement, j'ai été très déçue de cet épisode. Je pensais vraiment voir un épisode inédit avec un nouveau restaurant et de nouveaux restaurateurs que Philippe Etchebest allait aider. Et honnêtement, j'ai été très déçue de voir qu'en fait, ça n'a pas abouti et de voir que finalement, il est retourné voir d'anciens restaurateurs. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. À plus 7. Merci Christelle, en effet, incroyable moment dans Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest est venu, le chef cuistot s'est tiré instantanément. Oui. En mode, oula non. Il a pris la voiture et s'est barré. J'ai peur. Oh ça pue, je ne veux plus être là. Que je reste ici? Non, hop, je prends la voiture. Et d'ailleurs, cet extrait là que j'ai vu passer, ça m'a fait me dire, d'accord, il a complètement changé de ton par contre, Philippe Etchebest. Parce que moi, ça fait longtemps que je regarde plus trop quand je pars en cuisine. J'avais vu d'anciens numéros, notamment en React, encore une fois. Et à une époque où il était quand même assez vénère, où ça jouait vraiment en mode Gordon Ramsay à la française, quoi. Alors que maintenant, il est plus chill. Vraiment, il est, je le trouve sympa. Est-ce que là, là, il a pas juste été genre estomaqué de ce qui s'est passé? Parce que je suppose que c'est pas la première fois que des restaurateurs sont contactés, ils font tout le truc machin, et finalement au dernier moment, où là non, ça nous fera une mauvaise pub, on n'a plus envie. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive sur place sur le tournage? Bon, Arnaud. Mais du coup, l'émission elle se finit à 21h30. Mais c'est ça qui est assez fort. Ils ont improvisé la suite. Ils se sont dit, si, alors, dans le coin, il y a un restaurateur qu'on avait vu il y a quelques temps, on va aller le voir et puis on va faire un que sont-ils devenus. Et je suis étonné, putain, et c'est un peu ce qu'on voit là. C'est certainement une stratégie pour faire la pub d'un épisode, mais d'un épisode qui au final n'est pas forcément intéressant et où potentiellement des gens sont tirés. J'aimerais bien voir la courbe d'audience de cet épisode. Parce que du coup, ça fait la promotion de, en fait, non, ils auraient pu juste faire un que sont-ils devenus. Et il y a toute cette séquence un peu bizarre qu'ils ont quand même montée, qu'ils ont quand même montré pour essayer de faire parler du programme, ce qui est étonnant, mais c'est une stratégie. On parlait de lien entre les réseaux sociaux et la télévision. Sans doute que cet extrait-là est marquant, mais voilà, on a Christelle qui nous dit moi j'ai été déçu, je pensais voir un vrai épisode. Donc est-ce que ça n'a pas pris en traître les téléspectateurs d'M6 Vaste question. Il y aura peut-être une réponse un jour. C'est tout ce qu'on a vu et entendu cette semaine. C'est déjà pas mal. On a vu des choses, on a entendu des choses. Et on en verra encore, on entendra encore la semaine prochaine. Répondeur.jp7.fr. Et nous, on reste là. Et puis ce qui est sûr, en plus, c'est qu'on va rester là pour toute l'actu. C'est parti. Je prends les tics de langage d'Alex. Je dis c'est parti avant d'en... Je dis pas jingle, je dis c'est parti. Les amis. C'est parti, mon kiki. Les amis, on va partir sur l'actu, les amis. C'est parti. Première actu, le rugby. Droit sportif, rugby. Et non pas Dwagby, rug sportif. Qui ne marche pas du tout dans ce sens-là. Rien à voir. Droit rugby, les 6 nations, on en a longtemps parlé dans J+, c'est les droits des 6 nations qui les aura. C'est France Télé qui a aussi à renouveler. Par contre, le reste des matchs des Bleus du rugby, razzia par TF1. Ils ont acquis l'intégralité de la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra en 2027 en Australie. 52 matchs. Est-ce qu'ils vont en revendre comme les fois précédentes? C'est pas clair. Qui va les racheter? Est-ce que ce sera tout en clair comme les dernières fois? Est-ce qu'il y aura un acteur payant qui va arriver dessus? C'est en Australie, donc les horaires sont pas du tout favorables pour le marché français. On va voir si TF1 garde tout, s'ils en mettent sur la plateforme, parce qu'ils ont une stratégie de plateforme. On en reparle juste après. Et en plus de ça, les droits de la Coupe des Nations, qui est une toute nouvelle compétition, un peu sur le modèle de la Ligue des Nations en football, les 12 meilleures nations qui s'affrontent lors de 2 séries de test match en juillet et au novembre, avec un espèce de classement. Donc ça, c'est tous les 2 ans, 2026 en 2028, et ça remplace les test match qu'on peut avoir classiquement à ce moment-là, littéralement comme une Ligue des Nations en foot, où ça remplace des matchs amicaux internationaux. En plus de ça, les test match d'été 27 et d'automne 2029. Ça fait, d'après l'équipe, 122 matchs de rugby acquis par TF1, donc qui passe vraiment l'accélérateur, même si on l'a déjà vu via des Coupes du Monde masculines et féminines que c'était un nouvel axe pour la chaîne et pour le groupe. 122 matchs en direct sur toute la séquence jusqu'en 2029, dont 23 de l'équipe de France. Ça fait 6 à 7 matchs par an, à peu près des bleus, du 15 bleus sur TF1. Donc c'est TF1 qui devient le plus gros diffuseur des bleus, qui confirme être le plus gros diffuseur des bleus dans le rugby, parce que dans le foot, on sait que ça partage avec M6, même si les plus gros matchs, ceux qui attirent le plus d'audience, seront les 6 nations sur France Télé.
À cette occasion, Rodolphe Velmer, le PDG de TF1, a donné une interview fleuve dans l'équipe, où ils reviennent sur plein de choses. Déjà sur TF1 et le rugby, je cite Rodolphe Velmer, le rugby monte en puissance très fortement dans le pays, les audiences des matchs d'automne étaient très importantes, équivalentes ou supérieures à celles du foot. Il y a un vrai attachement des Français pour leur équipe nationale du rugby, et un vrai potentiel pour ce sport à l'élargir au-delà de son bassin de clientèle naturel, pour en faire un grand sport d'intérêt en France. Ce qui se contredit un peu, ça fait plus d'audience que le foot, mais il faut que ça devienne encore un sport de grand intérêt. Bon, normalement, on voit que le rugby attire aussi des cibles beaucoup plus larges que le foot, et c'est aussi pour ça que TF1 part dessus. Rodolphe Velmer parle aussi de football, vous êtes engagé avec les Bleus jusqu'en 2028, dit l'équipe. Et du coup, ça pousse Rodolphe Velmer à dévoiler le montant du contrat, 3,5 millions d'euros par match, pour diffuser l'équipe de France de football, pour avoir 10 prime time, dont un ce soir, à l'heure où on enregistre. Quel est le score, Arnaud ? 1-0 pour l'Islande. Merde, c'était pas le résultat attendu. Avec une bonne capacité de monétisation, donc potentiellement pas si l'Islande gagne. Mais donc du coup, 10 prime time de l'équipe de France de foot. Et c'est ce que dit aussi TF1 et Rodolphe Velmer sur pourquoi la Coupe du Monde de foot, c'est M6 qui l'a, est-ce que vous n'êtes pas trop emmerdés ? Il dit nous, non, ça va, on a une offre de sport qui est déjà bien, on n'était pas prêt à aligner autant qu'M6. Avec l'ajout du contrat rugby, ça assure 17 prime time par an avec les Bleus du foot et du rugby sur TF1. Alors, il faudra m'expliquer comment des horaires en Australie peuvent donner des prime time en France. Mais bon, ça, voilà. Mais donc 17 prime time qui ne sont pas forcément à 21h. Notez-le, c'est une invention, c'est TF1. La puissance de l'offre sportive et l'audience cumulée que vous pouvez envisager sont inédites pour notre groupe. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui est mis en valeur. Et surtout, TF1 revient sur le fameux TF1+. On vous a parlé il y a quelques épisodes de ça. Du TF1+ payant, mais pas tout le temps. Tu files 1 euro et tu as l'accès à certaines émissions, comme au live de Star Academy. Et il nous a dévoilé ça pour le sport. Est-ce qu'on pourra acheter un match 1 euro ? Oui. Il s'agira de la diffusion des matchs sans publicité. Cette fonctionnalité devrait être prête d'ici Noël, en échange d'1 euro, entre parenthèses 0,99 centimes, nous précise la rédaction de l'équipe. Merci à eux, c'est 1 centime d'économiser. Il n'y aura plus de publicité à la mi-temps et après le match, mais des contenus du type analyse, inside, interview. Ce sera aussi accessible à nos abonnés premium sans surcoût. Donc une plus-value à avoir ces 99 centimes, ou même à avoir TF1 Premium, pour avoir moins de pubs, de l'analyse à la mi-temps, de l'analyse après les matchs, ce qui sur le rugby revient presque à s'aligner sur ce que fait France Télé à l'offre d'analyse de France Télé, puisque France Télé n'a pas de pub après 20h et beaucoup de matchs sont diffusés après 20h, avec des interviews de l'analyse en mi-temps et après match avec certains magazines, notamment au niveau des destinations. Donc ça va permettre enfin à TF1 de s'aligner. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts, vous, et notamment... Paco, peut-être pas, tu vas peut-être pas passer 1 euro sur le sport, toi. Non. Non, moi j'ai déjà mon argent qui va être utilisé à partir de samedi. Ça sera déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Jérémy, tu serais prêt à mettre 1 euro pour regarder un match de foot des Bleus ? Enfin que je tente, oui, je pense. Je sais pas encore, ça se regardera pour voir ce que ça vaut. Voilà, pour tester le produit. Ça me fait penser, moi, à ce que peut faire Eurosport, avec notamment HBO Max, ou les retransmissions de cyclisme sans pub. Sur HBO Max, en fait, c'est les commentaires qui continuent et c'est flawless. Flawless, ça veut rien dire. C'est un flux continu sans se rendre compte qu'il y a des coupures pub sur l'antenne linéaire, ce qui est assez agréable. Toi, Arnaud, est-ce que tu serais prêt à payer 1 euro pour avoir, ou t'es abonné à TF1 Premium, TF1 Premium, donc on rappelle la meilleure plateforme gratuite payante, pour avoir un match de l'équipe de France comme un Islande-France, sans pub. Alors, imaginons qu'il n'y a pas J+7 en même temps, sans pub à la mi-temps pour avoir plus d'analyse et sans pub à la fin. Ou est-ce qu'au final, comme beaucoup de gens, la mi-temps, de toute façon, tu vas faire autre chose et l'analyse, tu vas la voir sur l'équipe. Alors, à la mi-temps, non, je ne vais pas sur l'équipe quand même, je suis fou mais pas téméraire. Non, je suis pas prêt à payer. Moi, la mi-temps, c'est l'occasion d'aller faire pipi, d'aller faire un bisou à mes filles, de regarder quelques reels sur Insta. Donc, non, je m'en fous qu'il y ait la pub ou pas. Tu fais ta vie, quoi. Bon. 1 euro. Alors, je vais pas payer 1 euro pour des conneries. Gauthier, il va me dire, il serait là, il dirait, tu payes bien 1 euro pour allumer les flammes sur Snapchat, mais c'est un autre débat. Ça concerne. Oui. Allumer les flammes. 1 euro pour voir les flammes sur W9, je comprends plus rien. Moi, je comprends plus. Non. L'idée de payer 1 euro pour avoir des analyses de Thomas Mekchiche,
Non, à voir si ça prendra, à voir si ça aboutira à plus d'abonnements. La conclusion, et c'est un peu ce que. En fait, l'introduction, les premières questions de l'article de l'équipe, une question de Rodolphe Belmer, c'est ce qui répond, c'est au-delà de l'aspect économique, il y a la considération sociétale, la télévision linéaire est le lieu des moments de vivre ensemble très puissants, en premier lieu des grands événements sportifs. Donc il y a un peu ce truc de. On cherche encore un modèle économique à ce TF1 Premium. En même temps, il faut qu'on se positionne sur les droits qui restent des droits majeurs. Si c'est plus le foot, c'est le rugby. Il y a Ragarval d'ailleurs qu'on salue dans le chat qui nous dit ça fait quelques années déjà, mais sur le sport, il y a un énorme retournement de TF1. Dans les années 2000, c'était seulement le foot masculin de sélection, et maintenant il y a du rugby, du hand, du basket. Ça va avec, j'ai l'impression, l'inflation globale du sport et le fait que, le sport s'est popularisé plus largement que le seul foot, hommes et femmes, et aussi que ce que France Télévisions pouvait acheter à pas très cher avant pour avoir des finales ou avoir des compétitions. Maintenant, le prix a aussi monté pour ces compétitions-là. Et TF1 peut plus facilement se positionner là où des plateformes payantes vont commencer à la Ligue des Champions, par exemple. On a appris qu'un des matchs de Ligue des Champions, à partir de la saison prochaine, allait être réservé à une plateforme mondiale. Donc il y a aussi ce jeu de plateforme qui est en train de faire monter globalement les prix de tout et globalement les chaînes payantes. Bon voilà, les droits du sport, les droits du rugby, on en reparlera. Et autre info, les droits du foot, parce un J+7 sans droit du foot, c'est pas un vrai J+7. Ah bah non. Alors là, c'est l'équipe de France Espoir. On parle vraiment de toutes les équipes de France. J'ai de l'espoir. C'était jusqu'à présent diffusé de mémoire sur W9 et TMC ou TFX qui partageaient un peu ces matchs-là. Je sais plus trop. Sa chaîne équipe, Et non la chaîne équipe, on a diffusé aussi, effectivement, peut-être des qualifiers, etc. Enfin, c'était partagé globalement sur des chaînes gratuites. Et figurez-vous que maintenant, c'est Zach Nani qui détient les droits. Incroyable. De l'équipe de France Espoir. Donc un streamer. Alors ça fait un peu grincer des dents la LFP qui était là en mode nous on vient de lancer une super chaîne, ça s'appelle Ligue 1+. La FFF, normalement, vous êtes censé nous soutenir un peu. Donc ça, ces droits-là, on aurait bien aimé les avoir pour promouvoir notre plateforme. D'ailleurs, ils disent, nous, on a 1 million d'abonnés, ce qu'on n'a pas Zach Nani. Un peu les boules du côté de Ligue 1+. Zach Nani qui a acquis, il n'y a pas longtemps, l'Arabie Saoudite, les championnats d'Arabie Saoudite. Qui a acquis l'Arabie Saoudite, et qui, du coup, on a profité, je sais pas si c'est Zach Nani qu'on a profité, ou Free qu'on a profité, mais sur la chaîne 180 de la Freebox, depuis aujourd'hui, vous avez la chaîne Zach Nani Foot. Donc du coup, tous les matchs diffusés par Zach Nani de Ligue d'Arabie Saoudite ou d'équipe de France d'Espoir sont maintenant diffusés sur la 180 de la Freebox. C'est fou que ce soit devenu une marque en fait. C'est ça qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est que c'est une marque en fait. C'est ça. Disons que Zach Nani est quand même assez réputé pour ses podcasts autour du foot, ses interviews de noms plutôt sympas du foot. Je pense à la fin de saison dernière où il a eu Eden Hazard, il a eu quand même des joueurs assez sympas. Donc qui se développe comme ça, tant mieux pour lui. Hein. C'est plutôt innovant, on va dire. Hein. Que des streamers ou des influenceurs comme ça deviennent diffuseurs de championnats, même si c'est que l'Arabie Saoudite, ça reste quand même un championnat où il y a quand même de joueurs importants depuis quelques années. Et je regarde là sur la 180, effectivement, c'est que les matchs qui vont être diffusés. Là, il y a actuellement un panneau qui dit retrouver bientôt un match. Donc, c'est vraiment une chaîne qui va juste diffuser les matchs diffusés par Zach Nani. Ce sera sur la 181 Freebox. Pardon. Jonathan me dit que j'ai mal articulé. C'est vrai. Donc 181 de la Freebox qui diffuse ça. Donc, ça va aussi permettre d'avoir un bassin de population plus large pour ces matchs-là, même si au final, ils vont se retrouver assez relégués par rapport à une chaîne de la TNT. Avoir la stratégie, en tout cas, de la FFF, c'est un partenariat innovant. Et pour des jeunes talents qui sont les espoirs, ça peut avoir du sens de partir sur une plateforme comme Twitch. Toujours pour rester dans le sport, beaucoup moins joyeux cette fois, on a appris cette semaine le décès de Guillaume Di Grazia, ancien commentateur du cyclisme sur Eurosport, qui est décédé à l'âge de 52 ans d'un accident lors de Fête d'Orine dans le Gard. Commentateur du vélo sur Eurosport, notamment depuis le départ d'Alexandre Pasteur sur France Télé. Avant ça, il avait animé notamment les Rois de la Pédale, qui continue à animer régulièrement, qui est l'émission de débrief cycliste d'Eurosport. Il a aussi commenté pas mal de sports blancs, saut à ski, biathlon, combiné nordique.
Il a aussi commenté lors des derniers Jeux Olympiques à Paris les cérémonies, notamment la cérémonie d'ouverture. Pas mal d'anciens collègues, pourquoi anciens collègues, je reviens juste après, lui ont laissé un hommage, Leslie Boitrel, Philippe Gilbert, le dessinateur Dadou, qui est montpelliérain, comme Guillaume Di Grazia, Steve Chenel. Eurosport a aussi fait un hommage, une vidéo hommage qu'ils ont diffusée sur les réseaux sociaux d'Eurosport, et aussi à la fin de la dernière des Rois de la pédale. Guillaume Di Grazia avait quitté Eurosport. Eurosport s'était séparé, Guillaume Di Grazia, c'était pas forcément très clair, en août dernier. Et après que Guillaume Di Grazia a été suspendu pendant une semaine pendant le Giro suite à un comportement inapproprié pendant Paris-Roubaix quelques semaines avant, et une enquête un peu plus approfondie l'avait amené à être mise à l'écart pendant le Tour de France. Mais voilà, Eurosport lui a quand même rendu hommage. Et il y a un super bouquin que j'ai juste là qui s'appelle Orage et Désespoir, qui est un bouquin sur le Tour de France 2019. Le fameux Tour de France 2019 avec Thibaut Pinot en larmes, avec l'arrêt de l'étape à Tignes, etc. Est-ce qu'on aurait dû arrêter les chronos, etc. Le bouquin raconte ça très bien. Sur les coulisses aussi, si vous aimez les coulisses du Tour de France, de qu'est-ce que c'est que la caravane du Tour et de tous les médias qui suivent ça, le bouquin de Guillaume Di Grazia est super. Il est encore évidemment disponible chez tous vos libraires. On va parler d'une autre disparition, celle-là qui va arriver un peu plus tard, qui est celle de Game One, dont la disparition a été annoncée dans les semaines à venir par le groupe Paramount. Et à ce propos, Mystic Troy nous a laissé un message sur le répondeur. Salut J+7, c'est Mystic Troy. Comme tout le monde, j'ai appris la fermeture de Game One. Alors, je suis pas forcément étonné de cette fermeture, hein. On est dans un contexte de grosse crise des médias parlant de jeux vidéo. Puis je suis plus forcément le cœur de cible. Moi, j'ai beaucoup regardé Game One en 2001, 2002, cette époque-là. Mais voilà, ça fait toujours un petit quelque chose, un petit pincement au cœur. C'est un peu de mon enfance qui s'en va. Je trouve ça triste qu'on n'ait pas eu un média jeu vidéo télévisé de qualité. Hein, ce qui se rapprochait le plus, c'était No Life, qui malheureusement a fermé en 2018, qui pour moi symbolisait vraiment ce qu'on pouvait attendre d'une chaîne parlant de jeux vidéo. Mais courage à toute l'équipe, à tous ceux qui travaillent à Game One. C'est quand même un gros pan de l'histoire du jeu vidéo en France qui s'efface. À plus 7. Et oui, c'est une information qui a été publiée par Tech & Co, BFM Tech & Co, il y a quelques jours. C'est une rumeur qui courait quand même depuis quelques temps, j'ai l'impression aussi. L'arrêt de Game One, donc selon les informations de BFM Tech & Co, le groupe Paramount Network France, à qui appartient Game One. Paramount, c'est aussi MTV, on en parlera après, c'est un gros conglomérat de chaînes. Donc anciennement Viacom. Anciennement Viacom. Plutôt TVCE, notamment normalement. Ouais. Voilà. Ouais. Ils ont décidé de stopper la diffusion à la fin du mois de novembre, donc là dans quelques semaines, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration qui concerne plus de 50% des effectifs du pôle télé en France. Il y a un gros contexte autour de ça, un contexte mondial notamment. Il y a une fusion en cours entre Paramount et Skydance, qui est du coup deux gros conglomérats américains qui vont bientôt fusionner. Donc forcément, ça essaye de taper dans beaucoup de coups. La France n'est pas le seul marché concerné. J'ai notamment lu Ed, qui nous écoute de temps en temps sur les forums du Nodal, qui disait que le groupe a annoncé fin décembre l'arrêt de toutes les chaînes du groupe au Brésil, 6 chaînes. En Hongrie, l'arrêt de 10 chaînes. Pareil, au Pologne et au Benelux, certaines chaînes qui sont arrêtées. Et on a su aussi que en Angleterre, au Royaume-Uni, MTV Music, MTV 80, MTV 90, Club MTV et MTV Live HD allaient s'arrêter aussi fin d'année. Donc c'est un vrai arrêt de beaucoup de chaînes MTV partout dans le monde. MTV, Game One, Paramount Network, qui va aussi s'arrêter en France. Game One est pourtant rentable, d'après Tech & Co. Pardon? Et G1 qui s'arrête avec Game One. G1 qui était plus orienté diffusion d'animés, notamment certains qui étaient inédits en France. Game One était pourtant rentable selon nos informations de BFM Business ici. La chaîne était effectivement rentable et générait plus de 2 millions d'euros par an de bénéfices nets. Certainement parce que la chaîne était vendue à pas mal de bouquets. Il y avait une redevance de bouquets télé qui, dans le cadre du gros bouquet Paramount, reprenait Game One. Le problème de Game One, c'était peut-être que c'était une marque franco-française qui n'arrivait pas forcément facilement à s'exporter. Paco, est-ce que toi, tu as plus d'explications qu'on pourra apporter à cet arrêt?
Plus d'explications, oui et non. Alors ça va dans le sens, effectivement, tu l'as bien exposé, hein, de toute cette restructuration qui est malheureuse, hein, pour tout le monde. Est-ce que c'est parce que c'est une marque qui ne s'est pas exportée? Ça peut être un élément d'explication. Je pense aussi malheureusement que c'est, et c'est triste de le dire ainsi, mais je suis à la fois surpris et pas tellement parce qu'on voit qu'il y a quand même une attache, mais je pensais pas qu'elle serait aussi grande, cette attache des gens envers Game One. Il y a eu beaucoup de messages de soutien ces derniers jours qui ont été postés sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens qui parlent évidemment de leurs souvenirs de téléspectateurs devant la chaîne, mais c'est des souvenirs qui s'arrêtent pour la plupart d'entre eux en 2002. Si on suit un peu l'historique de Game One, c'est le moment où Canal+ revend ses parts à Infogrames et c'est le moment où, pour beaucoup de gens, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de l'âge d'or. Il s'est passé beaucoup d'historiques partent pour des questions de direction, de choix éditoriaux qui sont faits à ce moment-là. Et malgré ça, bon, la chaîne continue à exister, à essayer de trouver des nouvelles figures, des gens qui arrivent, notamment Julien Tellou qui est encore là aujourd'hui. Marcus qui est resté depuis quasiment les débuts, qui a jamais quitté finalement Game One. Si, il est parti. Il était parti en 2002. Il était parti en 2002, puis il était revenu pour Retro Game One juste après. Game One. Enfin, voilà, il y a tout un historique. Et donc pour plein de gens, l'histoire s'est arrêtée soit à ce moment-là, soit au moment où Viacom a pris les rênes du truc vers 2006 à peu près, où Game One est devenu au départ un espèce de MTV de jeux vidéo, mais du coup l'ambiance ne matchait plus. Et après c'est devenu la caricature que moi je connais plus aujourd'hui en tant que spectateur. C'est la chaîne qui diffuse South Park et Naruto Shippuden. C'est Naruto TV quoi. Donc oui, il y avait quoi actuellement comme inédit sur Game One? Il y avait Level 1 qui était réapparu avec d'ailleurs une ambiance qui était similaire au Level 1 qu'il y avait eu justement à la fin des années 90, avec encore Marcus, cet incrus sur fond noir à l'ancienne, etc. Il est sur fond vert, je crois. Il est sur fond vert maintenant. Fond vert, t-shirt vert. Ouais, ça a changé, désespérant. Vraiment, mon enfance est gâchée. Là, tu m'as ruiné un sou. Non, mais c'est plus simple aussi à faire pour des raisons techniques. Oui. Il y avait Team G1 qui était en direct tout hebdomadairement. Ouais, tout à fait. Mercredi Team en direct, G1 qui est toujours là. Mercredi en direct. Je crois que ça s'est arrêté, mais il y a eu le retour aussi de Mémoire Vive. Il y a eu un moment, en tout cas, où Game One a voulu relancer vers 2019, un peu avant le Covid. Ils ont relancé plusieurs émissions en se disant, allez, on va essayer de faire revenir un petit peu les historiques, ceux qui nous ont un peu lâchés en cours de route, essayer de faire raviver la nostalgie. C'est le moment où plein de chaînes commencent à jouer là-dessus aussi. Bon, bah... Et il y a eu un nouvel habillage l'an dernier de Game One, donc ça aussi il y a peut-être une mini tentative de relance. C'est vrai que de toutes les chaînes que j'ai citées, autant les MTV, etc., c'est pas des chaînes qui sont implantées localement, en tout cas qui n'ont pas de marqueur phare, d'émissions fortes, etc. Autant Game One, c'est un peu ce que nous dit Tonio dans le chat, c'est une exception française, c'est presque la seule chaîne Paramount en Europe qui était un peu incarnée, qui avait envie de faire des trucs, et c'est peut-être pour ça qu'elle passe à la trappe. Et qui avait un passif important. Ça reste quand même la première chaîne européenne à parler de jeux vidéo à une époque. Parce qu'à la base, elle était en français et en anglais au lancement. Au lancement, ouais, il y avait des émissions en anglais. Je crois que d'autres langues avaient été envisagées, me semble-t-il. Mais en tout cas, oui, il y avait cet aspect bilingue qui n'a pas duré très longtemps. Mais il y avait de l'ambition et c'était à une époque où les geeks étaient encore perçus comme des personnes un peu boutonneuses devant un ordinateur. On est mainstream, le jeu vidéo n'était pas le média numéro 1 Pas du tout. Actuellement, média culturel numéro 1. Pas du tout, alors qu'aujourd'hui c'est le cas, effectivement, c'est devenu l'industrie numéro 1. Et c'est là-dessus encore que je fais une parenthèse, je la prends au vol, mais en termes d'image, ça reste triste de voir Game One s'en aller d'une certaine manière, même si, pour finir ce que je disais avant, malheureusement la chaîne a vécu et elle n'est plus ce qu'elle était, son âge, son heure est passée, entre guillemets, et c'est triste de le dire ainsi, mais c'est la vérité. Il y a quand même un sujet, c'est qu'en termes d'image, c'était encore la seule chaîne de télévision en France à parler de jeux vidéo. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule émission, plus un seul programme, plus une seule chaîne qui en parle. Et moi, je trouve ça... Et même à la radio, hein. Et même à la radio. Et on en reparlait déjà Move portait aussi beaucoup d'émissions de pop culture, animées, etc. Et pas tant de jeux vidéo sur Move, mais il y a aussi beaucoup d'émissions qui sont parties avec Move et qu'on ne retrouve pas sur d'autres antennes. Et puis même Blockbuster aussi, sur France Inter, qui parlait de jeux vidéo aussi, sur beaucoup de numéros. Donc oui, il y a cet aspect-là qui est quand même assez triste de se dire que tu as raison de généraliser à la pop culture, effectivement, parce qu'on pourrait aussi parler du même traitement pour les séries ou pour des animés, par exemple.
Mais oui, se dire que, on en revient à ce que je disais pour les Bravos d'Or où je m'étais offusqué, de me dire que putain, il n'y a pas un seul média généraliste aujourd'hui, un média grand public qui parle de ce qui représente aujourd'hui la première industrie de divertissement en France. Numéro 1, c'est le jeu vidéo. Et c'est assez hallucinant que ça soit pas mieux traité aujourd'hui un peu partout. Et le fait qu'une chaîne comme comme Game One, qui en parlait quand même très régulièrement sur son antenne, même si on en parlait moins qu'à une époque où c'était vraiment une chaîne d'information du jeu vidéo, ce qui n'est plus le cas depuis pas mal d'années, c'est quand même assez dramatique parce que qui pour prendre le flambeau, il y aura personne. Et ça, je trouve ça triste. J'en profite d'ailleurs pour signaler, puisqu'on parle de jeux vidéo et de médias, que JV Le Mag, dont on avait parlé il y a quelques mois maintenant dans J+7, qui s'arrêtait, en train de se relancer en trimestriel avec des campagnes Ulule pour préfinancer les différents magazines. Là, la campagne actuelle est financée à 184%, donc c'est le retour du mag JV dans une nouvelle formule. Mais c'est vrai que ça va aussi dans cet aspect-là en fait, le jeu vidéo maintenant, pour beaucoup d'entreprises de jeux vidéo, c'est des influenceurs, on pousse des influenceurs, etc. Ça se passe beaucoup sur Twitch, ça se passe beaucoup sur les médias numériques, mais ça se passe plus beaucoup dans les médias traditionnels. Je voyais dans le chat Ryan qui me dit le journal des jeux vidéo sur Canal me manque. C'est vrai qu'il y avait le journal des jeux vidéo sur Canal. Il y avait pas mal d'émissions qui parlaient de jeux vidéo, même dans les années 90. Et là, on a quasiment plus rien. Et les émissions culturelles en font pas forcément la belle part. Je vois aussi dans le chat Tom qui nous parle du live Switch de Marcus, qui donne des infos sur le déroulé de l'annonce, etc. Pas comme ça, ce live-là, tu l'as vu. Il explique un peu plus ce qui va se passer après, ce qu'ils veulent tenter de faire. Oui, alors bon, évidemment, il revient. C'est sur YouTube, si jamais, c'est même sur sa chaîne YouTube à lui. Il y a une demi-heure d'explication, de réaction à l'annonce. Alors évidemment, il revient sur ce qui s'est passé, l'annonce de Tekken Co qui les a un peu pris de court. Alors lui explique qu'il n'était pas au courant de la situation et a appris par la suite que les salariés, eux, avaient été mis au courant ça quelques semaines auparavant, au travers notamment d'une réunion qui parlait clairement de potentielle cessation d'activité. Enfin, voilà. Un petit peu avec des termes qui embellissaient un peu la chose, mais globalement, c'était ce qui pointait le bout de son nez, c'était l'arrêt de la chaîne. Donc ça avait été évoqué. Et il parle évidemment des messages de soutien qu'il a reçus. Il parle de pas mal de choses. Et effectivement, la question de l'après, ce qui ressort quand même, c'est une volonté de se dire, bon, on n'a pas envie d'arrêter complètement non plus. Si ça doit s'arrêter à un moment donné, ça fait chier, mais on essaiera de trouver ailleurs, de trouver repreneur, de faire ça sur Twitch. Et notamment une des émissions qui, a priori, où il y a une volonté que celle-ci soit quand même un peu sauvée, c'est Team Game One. Level One, Marcus ne voit pas vraiment l'intérêt puisque ça ferait doublon par rapport à ses streams sur Twitch. Effectivement, des streams où il préparait régulièrement en plus les tests qu'ils faisaient derrière dans Level One, donc effectivement ça n'aurait pas d'intérêt. Ou alors ça faisait déjà presque un peu doublon de base en fait. Ça faisait presque doublon de base. Donc oui, l'idée ce serait de garder la marque Team Game One, de voir un petit peu ce qui peut en être fait. Et je rebondis là-dessus parce que je vois aussi dans les réactions qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à taguer Xavier Niel en masse. Pour lui dire sauve la chaîne, sauve la chaîne. Alors je sais pas d'où ça sort, pour être très honnête, je sais pas pourquoi. Est-ce que Media One veut racheter Game One? Il y a le One en commun déjà. Oui. Alors dans le chat de Marcus, il y avait des gens qui commençaient à dire des noms, à dire RMC, à dire machin, à dire MC. Alors déjà les gros groupes, on va être très honnête, les gros groupes n'en ont rien à foutre de Game One. RMC qui a pour le coup un podcast, ils ont un podcast jeux vidéo via Tekken Co, qui est un média tech un peu plus. Je vois pas ce qu'ils feraient d'un Game One. Je vois Arnaud, pas t'as une propale peut-être. Bon. Ouais, est-ce que cette chaîne serait pas plus viable en ligne, genre sur YouTube, sur Twitch ou alors vraiment 100% en ligne? C'est un peu plus l'univers. Enfin, c'est plus l'univers. Je vais répondre sur 2 points là-dessus. Premier point, pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle Game One s'est malheureusement vautré à un moment donné. Comme beaucoup de chaînes. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est presque la même destinée qu'à MTV pour parler d'une chaîne du même groupe. C'est qu'elle n'a pas su capter le virage du numérique. Ce qui est du tout. Hein. Ce qui est dramatique parce que Game One a forgé aussi son identité au départ sur les forums, sur son site internet. Il y avait beaucoup d'émissions sur le web. Grosse communauté. Je regardais Funky Web à l'époque sur Game One. Oui, mais même avant.
même avant, quand tu regardes les vieilles émissions de Game One, pour le coup, j'ai regardé beaucoup d'archives de Game One de l'époque. Revoyez aussi la vidéo de Punky, hein, si jamais ça vous intéresse, l'historique de Game One. Il a fait une vidéo complète sur le sujet il y a 2 ans, qui est très intéressante et qui est très complète. Il y avait déjà des émissions où il y avait de l'interactivité. C'était le cas d'Awa, par exemple. C'était le cas il y avait, j'ai plus le nom en tête, mais il y avait une autre émission qui parlait de pop culture, de séries aussi, qui jouait là-dessus, où on répondait en direct aux gens sur Internet. Et notamment des gens genre Mea. Il y a un extrait où littéralement il y a Mea qui était dans le chat et on lui répond à sa question, donc c'est un peu drôle. Donc c'est quelque chose qui a été complètement perdu au moment où Viacom a repris le truc. C'est on abandonne le site internet. Et derrière, avec l'avènement de YouTube, de Twitch, ils n'ont pas su faire le virage. Alors que pour moi, Game One avait complètement un truc à jouer avec Twitch. Surtout avec le basculement d'une programmation non plus uniquement centrée sur le jeu vidéo, mais sur quelque chose de plus ouvert dans le divertissement. Ils ont fait des choses. Et ça n'a jamais pris, mais ils n'ont pas poussé non plus. Ils auraient pu faire Level One, par exemple, sur Twitch. Ils n'ont jamais fait Level One, alors que c'est le format... Game One, qui est une émission qui se base un peu sur l'interactivité aussi. Alors, qui est un format très... Moi, je le trouve très le live compatible. Enfin, le stream, pardon, compatible, Team Game One. Pour le coup, ils l'ont fait. Ils l'ont pas fait très longtemps, mais ils l'ont fait. Mais un Level One qui est une marque historique, qui est littéralement l'émission qui a donné les lettres de noblesse avant l'heure à ce qu'on considère comme le let's play aujourd'hui. Je me souviens, moi, de l'avoir maté sur du Windows Media Player à l'époque. Enfin, je l'avais maté clairement en replay gratuitement sur le site internet de Game One, ce qui a totalement disparu. On nous fait remarquer, d'ailleurs, Tom nous fait remarquer, le site internet n'existe plus. Ça redirige vers la page Insta. Ils sont totalement abandonnés. Ah ouais. Complètement. Il n'y a pas de plateforme Game One, quoi. Il n'y a pas de plateforme, même il n'y a pas de plateforme Paramount à part pour le cinéma. T'as Pluto TV. Oui. C'est tout. Bah, t'as Paramount Plus. Mais t'as pas Game One. Paramount Plus, c'est orienté cinéma, t'as pas Game One dedans. Bon. Mais tu vois, tu parlais de chaîne qui a pris le virage Twitch. No Life l'avait fait, ça n'a pas forcément mieux réussi en l'occurrence. Mais il avait peut-être fait un peu tôt par rapport à l'avènement de Twitch ensuite. Peut-être un peu tôt, mais je pense qu'il y avait quelque chose à jouer quand on voit d'autres canaux. Alors on critique un peu Énergie, notamment dans la façon dont ils essaient de faire venir les gens. Mais ils tentent des trucs, tu vois, et c'est pas un échec, c'est pas un carton non plus, mais c'est pas un échec. C'est pas un succès, hein. C'est pas un énorme succès, mais ils font quand même 300 vues parfois, qui est pas si mauvais à l'échelle de plein de chaînes. Pour la marque Énergie. Pour la marque Énergie, si tu la regardes sur la marque Énergie, je suis d'accord, mais sur la globalité, c'est pas une faudrait regarder combien faisaient les Team Game One, mais je pense qu'ils faisaient plus que 300. Ah non, je crois pas. Ah. non, je crois pas. Mais oui, que du coup, il n'y a pas une volonté de faire un Team Game One comme à un moment, je sais qu'après l'arrêt du stream, il y a eu un peu ce truc de vous inquiétez pas, on fera le récap, on arrivera à le refaire sur Twitch d'une manière ou d'une autre. Ça s'est jamais vraiment fait, mais moi. Maxime Dan a très vite laissé tomber. Ouais, Maxime Dan a très vite laissé tomber, mais il l'a refait pendant quelques temps. Si, il avait réussi à le faire avec ses propres moyens, sur ses propres canaux, mais ça avait pas duré. Est-ce qu'il n'y aura pas ça, ou est-ce qu'il n'y a pas une... Je pense que... Est-ce que Webedia va vouloir reproduire un ersatz de le stream, c'est pas clair. Webedia est évoqué par Marcus, et c'est vrai que c'est presque le plus logique quand on voit les points de ressemblance entre ce qu'était le stream et Game One à l'arrivée. Il y a même eu Alex Nassar, qui était ancien de Game One, qui avait travaillé comme directeur des programmes à un moment donné. Et on voyait effectivement que dans l'énergie de bande, principalement le côté familial, et c'est ça qui ressort aussi des messages de soutien et de l'énergie que provoque Game One en ce moment, c'est un esprit de famille et d'attachement. Il y avait un peu ça aussi avec le stream, même si ça avait un petit peu coulé vers la fin, il y avait quand même ce truc-là. Juste, je me permets juste de répondre sur un tout dernier truc. Vas-y. On va conclure je disais qu'il y avait 2 points que je voulais dire, répondre à Arnaud. Il y a un deuxième point quand tu dis est-ce qu'on ferait pas un truc uniquement numérique. Ça a été le cas notamment de G4. Peut-être que ça vous parle pas, public francophone. Mais c'est une chaîne également centrée sur le jeu vidéo, qui était le Game One américain, en fait. Et qui a essayé de se relancer il y a quelques temps maintenant, un peu au moment du Covid, uniquement comme une marque plateforme numérique sur YouTube, etc. Et ça a duré 1 an, 2 ans, je sais même pas, ça a très très peu duré. Donc c'est très compliqué parce que malheureusement, c'est des solutions qui peuvent se voir, mais à quel prix ? Et sur quelle durée? Parce que c'est pas rentable, malheureusement. C'est pas des marques porteuses pour un public jeune qui va consommer du Twitch. Et les gens un peu plus anciens ont déjà d'autres marques d'autres pairs sur Twitch. Ça pourrait, mais est-ce que ils sont pas arrivés en retard par rapport à ça maintenant? En adaptant, de pas faire 100% ce que proposait Game One. Alors je connais pas trop ce que proposait la chaîne parce que
Moi, je me suis arrêté à la diffusion de Dragon Ball GT au début des années 2000. Pour Oui. vous donner une idée. Mais de proposer, je sais pas moi, de couvrir des compétitions, en live, je sais pas, de proposer un autre style de diffusion. Enfin, je sais pas, c'est peut-être que je suis à la ramasse dans ce que je raconte. En fait, typiquement, je me faisais la réflexion, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a déjà trop de gens sur le créneau. Mais Game One aurait fait un temps, une sorte de revue de presse du jeu vidéo. Comme il y en a maintenant sur Twitch avec Yux, par exemple, ou des canards PC qui le font très bien aussi. Je salue Kokobé au passage. Ça aurait pu, se faire sous la marque Game One. Je pense qu'il y avait un truc à creuser là-dessus. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant que la concurrence est déjà bien en place sur le sujet, quoi? C'est tout le problème. Mais il y aurait des choses à creuser, je pense, même à pas cher. Il y aurait des trucs à faire. Si on revient 5-6 ans en arrière. Ah bah oui, c'est sûr Bon, que... on peut se faire le film, c'est sûr. Ah bah non. Mais c'est triste et force aux équipes quand même dans ce que toute cette j'allais dire. histoire, qui sont peu nombreux. En plus, ils sont 9 salariés à Game One. Vraiment, on se rend pas compte à quel point ils sont pas nombreux. Et malheureusement, mis sur le carreau de toutes ces fermetures et problèmes de groupe qu'il y a actuellement, c'est dramatique et vraiment force à celles et ceux qui travaillaient dans l'ombre, du coup. Travaille à Game One et qui travaille dans le reste du groupe Paramount, 50% du coup des effectifs en France qui vont être licenciés. On espère qu'ils trouveront du travail ailleurs, même si tu rappelles le contexte en ce moment, il va pas forcément à l'ouverture nouvelle chaîne. On a Mieux qui apparaît de nulle part, qui est apparu sur France.tv d'ailleurs il y a quelques jours, et qui est maintenant sur MyCanal depuis aujourd'hui. Donc il y a quelques chaînes qui se lancent, mais ouais, Mieux est sur MyCanal, enfin sur l'application Canal+, faut dire maintenant, attention. Tout comme, petite info comme ça au passage, C-Star Hit France est devenu Europe 2 Pop TV. Ah oui, c'est vrai. Une petite info en plus. C'est une marque porteuse, Europe 2. Donc, Ah bah oui, surtout... Et puis tout le monde connaît C-Star Hit France, quoi. Mais bien sûr. Moi, je la regardais tout le temps. Donc, je vais pas tous les matins, petit-déj. Il y avait quoi comme gagné 40 fois par jour, moi c'était ma Bref, voilà, bon, c'est bon, bien joué. Ils n'avaient jamais changé les jingles depuis 2017, donc on serait pas encore le même clip de Christine The Queen dans tous les jingles, c'était un plaisir. Ah putain, oh waouh. Ils ont vraiment fait aucun effort. Donc au moins Europe 2 Pop TV permet d'avoir un nouvel habillage sur la chaîne. Enfin. Ça, c'est pas plus mal. On va passer sur tout le reste de l'actualité en bref, tous ensemble, en commençant par l'audiovisuel public, ce serait dommage de pas en parler. Rachida Dati est renommé ministre de la Culture depuis hier soir. 4e ou 5e? 4e. Et mon père pensait, je l'ai appelé tout à l'heure, mon père me dit, c'est la 3e fois. Non, c'est la 4e. Le 4? C'est vraiment, on est perdu. On sait plus où on en est. C'est au bout de ressenti 20e. C'est au bout de combien de tampons sur sa carte de ministère qu'on a un portefeuille gratuit? Ah, elle a des bijoux gratuits normalement sur la carte de fidélité si elle atteint 6. Donc. C'est son analyse. Moi, j'allais dire que c'était la mairie de Paris qu'elle avait gratuite au bout de 10 ministères de la Culture. Mais ça, c'est bientôt, ouais. C'est une autre analyse. Sachant qu'une fois qu'elle est ministre, qu'elle est maire de Paris, elle peut s'acheter n'importe quoi parce qu'elle a la carte Gold. Oui, pour oui. Oui. C'est volonté. On a vu comment ça se passait. Ouais, mais merci aux électeurs. Donc pendant ce temps-là, les PDG de France Télé et de Radio France ont été auditionnés devant la Commission des Affaires culturelles. On parle de Delphine Ernotte et de Sybille Veil, Commission des Affaires culturelles du Sénat, dans la suite de l'affaire Le Grand Cohen, et aussi autour des questions du budget. On a parlé de la Cour des comptes et de France Télé il y a quelques épisodes de cela. J+N.fr pour tout réécouter, évidemment. On va vous mettre en lien en description et dans le chat les articles de Public Sénat. Public Sénat a fait des super résumés des 2 auditions, parce qu'en fait, on va pas y apprendre grand-chose. Si vous voulez écouter en longueur tout ce qui s'est dit, ça reste intéressant malgré tout, mais pas vraiment beaucoup de surprises par rapport aux interviews qu'on a lues dans la presse. Côté France Télé, on rappelle le dénigrement qui est subi par le visuel public, notamment au sein des médias de la sphère Bolloré. Sur l'affaire Le Grand Cohen, Delphine Ernotte Quincy dit « C'est le boulot des journalistes d'aller déjeuner avec des hommes politiques, virgule. Est-ce qu'on pourrait reprocher à un autre journaliste d'avoir dîné avec Monsieur Sarkozy ?» L'attaque envers Pascal Praud n'est pas du tout masquée, qui d'après le Canard enchaîné a mangé avec Nicolas Sarkozy, comme quoi. Les sénateurs LR et RN étaient vent debout, les sénateurs de gauche étaient plutôt défenseurs du service public, là aussi qui est étonné.
FTV vient définir note a pu s'expliquer sur le rapport de la Cour des comptes. Là aussi, pas vraiment de grandes surprises et pas de grandes nouveautés par rapport à ce qu'a déjà communiqué le groupe. En gros, il nous faut plus d'argent. Entre 2015 et 2025, les concours publics ont diminué alors même que l'inflation a progressé de plus de 20%. Cela signifie que France Télévisions coûte à la collectivité nationale près de 20% de moins qu'il y a 10 ans. L'équilibre entre nos moyens et les missions initiées à France Télé ne cesse de se creuser et rend impossible un retour à l'équilibre en quelques mois. Autrement dit, aidez-nous, s'il vous plaît. Pacôme. Oui, j'ai une question. Delphine Quincy, elle en pense quoi d'avoir de la pub pour France TV dans le JDD du coup? Merci Sinon, côté Radio France, oui, une page de pub achetée pour essayer de convaincre. Non, mais pour contextualiser, page de pub achetée dans le JDD pour essayer de convaincre les lecteurs du JDD détenu par Vincent Bolloré que si, France Télé, vous inquiétez pas, on est comme ça. Il y a un petit double discours, malheureusement, paradoxal. Bon. C'est une manière d'essayer de se payer un droit de réponse dans le journal, puisqu'a priori, le journal ne veut pas. Mais est-ce que c'est pas contre-productif? Ça, il y a une vraie question qui se pose là-dessus. Oui. Côté Radio France, pas grand-chose de plus. Sur le budget, même retour. On a fait ces dernières années des économies substantielles qui ont contribué à hauteur de 120 millions d'euros aux efforts de la nation, rappelle Sybille Veil. Quel autre service public peut afficher aujourd'hui un tel bilan? Si l'on veut aller plus loin, ce ne sera pas seulement de la rigueur de gestion, mais des choix plus importants sur nos offres. Je pense que c'est un choix politique. Donc là aussi, si vous continuez à couper dans les budgets, on va devoir couper dans les moyens, mais vous ne pouvez pas nous demander autant avec moins. Là, on commence à être dans la quadrature du cercle. Donc voilà, tout ce qui s'est dit. On vous redirige vers Public Sénat et on vous met aussi en description l'audition de Martin Hajdari au Sénat. Martin Hajdari, c'est le nouveau directeur de l'Arcom. Il est passé au Sénat, il est aussi passé à l'Assemblée la semaine dernière, l'Assemblée nationale, pour répondre notamment à toutes les questions autour du pluralisme. On sait que le Conseil d'État les avait challengés il y a quelques temps autour de ça. Pluralisme, autour d'Hanouna, autour de tout ça. C'est des questions qui ont été posées à Martin Hajdari. Et on vous renvoie vers ces articles-là. Toujours en bref, les mystères de l'amour. Ça arrête. Arrête. Oh non. Est-ce que c'est la fin du AB-verse, comme tout le monde l'appelle encore, alors que c'est plus du tout AB qui produit? Ouais, mais c'est JLA. Oui, mais c'est l'univers de Hélène et les garçons. C'est le A de JLA. Personnage. C'est le A de AB Prod. Jean-Luc Azoulay, le A de AB Prod, B Berda, Azoulay Berda. Donc communiqué sur Twitter, TF1 et JLA Productions ont décidé d'un commun accord d'arrêter à la fin de l'année, après 14 ans de succès ininterrompu, la diffusion des Mystères de l'amour sur TMC, dont la grille actuelle ne permet plus l'épanouissement de cette série culte. Alors déjà, ça me détruit. Question. TMC comptait miser sur quelque chose le samedi et le dimanche? La grille actuelle permet plus l'épanouissement, mais il n'y avait rien le samedi et le dimanche sur TMC, non? Pas grand-chose. Pour rappel, les Mystères de l'amour, c'est le dimanche à 20h, 50 minutes. Oui, oui. Et c'est tout. Je sais pas ce qu'ils vont mettre à la place, mais il y aura de quoi rediffuser des trucs. Les Burger Quiz, ouais. Je m'étais noté comme question à vous poser. Est-ce que vous êtes triste? Franchement, je suis effondré. Effondré, ouais. J'ai pas les mots là. Eh bah, arrêtez de l'être. Stop. Okay. Vous êtes triste? Arrêtez. J'arrête tout de suite. Deuxième tweet dans la foulée du groupe JLA. Que les fans se rassurent. Ils retrouveront Hélène, Nicolas, Fanny, Christian et tous leurs amis iconiques dès 2026 sur une autre chaîne qu'ils connaîtront très bientôt. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. J'ai hâte, Fanny Grayson sera encore là, mais oui. Ça sent l'inédit à 7h du matin sur TF1 Série Film. Alors non, parce qu'a priori c'est sur un autre groupe. Vu que c'est TF1 qui décide d'arrêter, après c'est un autre groupe. Et c'est là qu'on peut maintenant prendre les paris, on clip tout ça, etc. Quelle chaîne à votre avis en 2026? T18? Non, pas assez intellectuel pour T18. Ça se passe en province, donc ça pourrait très bien être Novo 19. C'est pas con. Après, tout dépend des personnages. Ça peut être T18 s'il y a des personnages allemands. C'est vrai, on rappelle la thématique de T18. Donc que ce soit des petits barbus, des petits moustachus allemands. Oui. Ouais. Non, il y en a pas malheureusement dans le Mystère. Ou Laurent Ruquier, ou Mathieu Croissando. C'est vraiment les trois, ou Ava Schmidi. C'est vraiment les 4 personnalités phares de la chaîne. Jamshidi, pardon. Je n'arriverai jamais à retenir son nom de famille, c'est terrible. Après, l'avantage, c'est si ça passe sur T18, moi je le regarderai en replay. Alors, ça arrive fort.
Ça va être très Non, fort, par contre, ça pourrait aller de pair, parce que je suppose que tout le catalogue des Mystères de l'amour va être vendu à cette nouvelle chaîne. Tu parles d'RMC Live, pas comme peut-être que ça peut aller sur le catalogue d'RMC+. Ah bah oui. Non mais en vrai, RMC pour moi, et je sais que beaucoup de gens avaient aussi cette hypothèse en tête sur les réseaux, pour moi c'est la plus logique. RMC mise sur quand même des marques qui sont assez fortes dans la nostalgie. On est complètement là-dedans. Les Mystères de l'amour, s'il y a encore des gens qui regardent, c'est notamment des gens qui soit ont pas grand-chose à regarder, ils veulent se taper un petit feuilleton pas prise de tête, soit des gens qui sont aussi encore un peu liés à Hélène et les garçons, Hélène et les garçons, je vais y arriver, dans les années 90 et qui ont envie de suivre la suite de leurs aventures, aujourd'hui adultes, avec une vie active trépidante et des aventures, mais oh là là. Donc, bon. Arnaud. RMC Live, c'est RMC Garçon ou RMC Fille, je sais plus. Non, c'est RMC Fille. C'est RMC qui fait du bien. RMC Fille. Voilà. Moi, les vacances de l'amour, ça me fait du bien. Ah, mais du coup, est-ce que ce serait pas mieux sur RMC Androgyne comme la chanson de Elsa El Nou pour essayer d'être un peu cohérent là? Donc le nouveau nom de RMC Story. Bah ouais. Allez, avec la grille week-end. Bon, en tout cas, suspense, est-ce que ce sera sur le groupe RMC? Est-ce que ce sera sur un autre groupe? Est-ce que ce sera en payant, gratuit? Est-ce que ce sera pas France 4? C'est très culturel après tout. Qui sait? France Télé qui rachète les Mystères de l'amour, ce serait drôle. M6, après l'échec de Nouveau Jour, M6 qui décide soudainement de... Très bien. Ah bah ça leur coûterait pas cher. Parce que Ah bah non, parce que c'est pas ça qui coûte. JLA, ça coûte pas cher les prods. Hein. Non. Après, c'est peut-être pas non plus la même qualité de production, tu me diras. Non plus. Ah non plus. Bah. Et pour le coup, je regarde de temps en temps parce que Pierre Lapin, il regarde sur Twitter. C'est la soirée où je parle de React. Désolé, my bad. Vous vous rendez compte que je suis une imposture et que je ne regarde la télévision que par Twitch aujourd'hui. Oui. C'est déjà plus que moi. Mais c'est vrai que je regarde de temps en temps les Mystères de l'amour pour voir comment ça avance au travers de Pierre Lapin et c'est quelque chose quoi. Hein. C'est des aventures et des pieds quoi. C'est super, on adore. Mais donc M6, ils auront peut-être du budget parce qu'ils ont des programmes qui s'arrêtent. Ouais. Devinez duquel je vais parler. Un programme où ils ont changé totalement la case. Ils se sont dit alors avant c'était à Noël, maintenant on va le mettre au plein milieu de juillet. Et voilà, on va changer totalement les habitudes. Et surtout, on va pas du tout renouveler la formule. PK Express. Le bêtisier de Noël. Duplo Mister. On parle des bêtisiers de Noël. Sachez que ça y est, TF1 commence à diffuser les fictions de Noël depuis cet après-midi. Duplo Master, pas loin. C'est... Mécano Mécano Master, non plus. Lego Master, non. Pas loin. Ah, Lego, oui. Ouais, l'émission dont on n'a pas le droit de dire le nom, parce que c'est une marque. Donc on parle des maîtres des briques. Eh ben, c'est Lego Master. Eh ben, c'est des maîtres des brocs parce qu'ils n'ont plus rien. Eric Antoine, après avoir annoncé qu'il arrêtait le juste prix, annonce carrément la règle Lego Master. Il fait une interview à Pure Media où il explique qu'on aura fait 5 saisons. On trouve que ça ne réunit pas le public qu'on souhaite réunir, effectivement, ça n'a pas beaucoup marché. C'est une émission qui est très ambitieuse, c'est 1 mois pour tourner 4 émissions. En général, on tourne un prime en 1 ou 2 jours, là on met 1 mois pour tourner 4. Donc c'est une émission qui coûte très cher, je pense qu'on a malheureusement fait un peu le tour. Donc voilà, si on revient un peu sur les audiences, décembre 2020 pour la saison 1, 3 millions 25, donc 3 250 000 téléspectateurs, on est en plein pendant les confinements Covid. Ça descend un peu à 2 270 000 pour la saison 2, 1 million 8, 1 million 4, et là 1 million 03. C'est une cata. C'est une cata, 6% du public, 15% des ménagères. En P2, ça s'effondre. Et pour le coup, en saison 4, ça faisait déjà 7% de part d'audience et 15% des ménagères sur Noël. Donc c'est similaire, mais clairement pas mieux. Donc M6 a décidé arrêter les frais. C'est con, sur la P2, ils avaient fait venir Johan de Gulli. Ce qui, en vrai, aurait pu être... Enfin, c'est pas incohérent, tu vois, mais... D'ailleurs, en vrai... Avec tous les changements, les trucs un peu bizarres éditoriaux des chaînes M6, est-ce que Lego Masters n'aurait pas eu plus de place sur un Gulli Prime à l'arrivée plutôt qu'M6? Mais je comprends plus la programmation de Gulli Prime. Donc, non plus. Mais à regarder. Après, le truc, c'est que. Mais oui, c'est ce que dit Ryan aussi. La version USA était d'ailleurs diffusée sur Gulli Prime. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas extrêmement cher? Vu que Eric Antoine dit ça coûte extrêmement cher pour M6, vu que c'est 4 Prime mis en 1 mois. Est-ce que le budget pour Gulli n'est pas encore plus élevé? Ça coûte cher en jouer déjà. Ça coûte cher en briques. Hein. Ça fait beaucoup de briques.
Que c'est pas en fait Ouais. une émission, tu vois, pas assez déconstruite. Est-ce que c'est pas une Ouais. émission victime du wokisme encore? Bah ça, voilà. Bah, voilà, mais tu mets les pieds dans le Complètement. plat en fait. Tu mets Bah, je totalement les pense. pieds dans Hein. le plat. Non mais Tu as soulevé le problème. par contre, c'est une émission qui a pas réussi à se reconstruire au fur et à mesure des saisons. Mais je trouve que malheureusement le format commençait un peu à s'essouffler, non? Enfin, j'ai regardé une saison moi de Lego Masters et j'avais trouvé ça sympathique. Mais bizarrement, je me sentais pas de repartir sur une autre saison. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais vu une première saison, T'as fait un peu le tour. Ouais. ben, j'avais déjà fait le tour ouais, du concept. Alors c'est bizarre parce qu'on pourrait se dire, bah oui, tu peux dire pareil d'un Top Chef ou que sais-je. Et c'est vrai que dans l'idée, littéralement, Lego Masters n'est ni plus ni moins qu'un Top Chef des briques. En fait, c'est pas, ça se prétend pas. Oui, être ça autre chose avait que d'ailleurs ça. la même tête, la salle, enfin le truc avait un design très Top Chef. Ouais, mais je sais pas pourquoi Lego d'ailleurs- Masters, j'avais ce truc de, je sais pas, j'avais déjà fait le tour et c'est bon quoi. Ça m'impressionnait plus. Arnaud. D'ailleurs, dans Top Chef, on peut manger des bricks. C'est vrai. pareil. Alors que chèvre, impossible de manger les Lego. Non. Non. Tu marches dessus par contre. Déconseillé. À ta balle. C'est ça Le qui Lego. manquait. Une épreuve où ils font des constructions Lego en marchant sur des Lego. Oh là là. Je peux vous dire que le Lego est l'une des armes de destruction massive les plus Oula. dangereuses. Ah Je oui. ne vous souhaite jamais de marcher sur un Lego en pleine nuit quand vous allez dans la chambre de votre gamin. Et puis, Moi j'aurais en dit que plus- c'était l'arme incroyable. nucléaire, mais bon après fais ce que tu veux. Mais Oui, ok. aussi. Ah non, mais c'est une arme de dissuasion. Hein, Si c'est une arme, la Russie, elle nous attaque, on répond avec des Lego. une arme, c'est que c'est illégal. Donc ça veut dire que les Lego sont des choses illégaux. Non, ça marche pas. Pardon, j'ai le foiré. Oh. J'ai le chaos. Si. Non, si, bravo. non, par contre, illégaux, c'est la marque Apple de Lego. Annie Lego. Je sais plus rien. Bon, allez, Lego Masters, hop là, c'est dans le pêle-mêle, merci, au revoir. Ça, c'est Chao. Par contre, un truc avec qui on va dire bonjour, non pas longtemps, c'est Flavie en France. Ah, Flavie. Flavie en France. Plus d'infos, du coup, sur le comeback de Midi en France. Le comeback inattendu, on en avait parlé à la conférence de rentrée de France Télé. Midi en France avec Laurent Boyer qui revient, c'est Flavie en France, avec Flavie Flamand, du coup. Mais alors, d'ailleurs, tu dis ça, mais pardon, je t'ai coupé, mais à la base, quand ça vous avait été communiqué par France TV, c'était juste en France. Maintenant, c'est Flavie en France. Du coup, le nom ressemble encore plus à Midi en France. Mais c'est pas bon. Non, mais c'est vraiment le reboot. Hein. C'est Pomme V. Oui. C'est un vrai reboot, c'est la même prod, etc. C'est un vrai reboot, sauf qu'il l'assume pas vraiment. Mais c'est un vrai reboot. Donc ça a du sens de l'appeler pareil, puisque c'est pareil. Ouais. Voilà. Et comme sur les dernières saisons de Midi en France, c'est pas en direct, c'est tourné bien en amont. Le premier tournage, c'était il y a quelques jours, c'était le 3 octobre à Libourne. C'est une émission quotidienne. D'après France Télé, c'est du lundi au jeudi en inédit et best-of le vendredi. Si vous avez bien aimé ce qui s'est passé les 4 jours, vous pouvez le revoir le vendredi, ce qui est déjà un peu dommage, mais bon. Et le journal local Le Résistant dévoile déjà quelques chroniques, quelque chose qu'il y aura dans l'émission. Lors de chaque émission, un sujet lié au tourisme, au patrimoine et à la mise en lumière d'initiatives de savoir-faire sera fait et commenté par Victor Dequiver sur le plateau. La chronique Saveur locale sera menée en duo par Valentine Sled et Flavie Flamand, qui recevront un invité et organiseront une dégustation. Donc ça mangera, c'est l'émission, ça mangera. Flavie Flamand l'assume d'ailleurs, c'est on va bouffer. Moi j'adore bouffer. On va bouffer. Moi, je le fais uniquement parce que je bouffe. Hein. Bon, voilà. Pas mentir. Moi, pour manger des trucs du terroir gratuitement, je suis là. Voilà. Le moment haute altitude présentera un site du patrimoine bâti ou naturel grâce aux images aériennes captées par drone. Donc c'est ce que vous voyez déjà le matin dans Ici Matin. Ce sera un peu plus tard dans la journée pour les autres régions. Et parmi les chroniques récurrentes, le choix de Valentine, des sujets en lien avec le terroir et la gastronomie, secret d'atelier, un geste pratiqué en plateau par un artisan, et charge à Victor Dequiver ou Flavie Flamand de tenter de le reproduire. Et attention. J'espère qu'elle va pas se couper la main. Ah oui, faut pas reproduire l'accident de l'artisan, par contre. Mais donc, du allez, coup, pour la l'instant, des choses... Allez, Flavie, la ciseuse. Aïe. Des choses qui n'ont rien à voir avec Midi en France, en tout cas pour l'instant. Avec Midi en France, pardon, avec, menu à la carte. Météo à la carte. Mais menu à la carte, parce que ça parle que de bouffe, de toute façon. C'est la prochaine émission, météo à la carte. Moi, tu me fais ça, mais enregistré à Paris, c'est météo à la carte, mais très bien, rien à voir. Mais alors, le reboot, le plus inattendu. Alors, accrochez-vous à vos chaises. Hein. C'est bon. Le Schmilblick. Le Schmilblick sera de retour. Dans une version revisitée, plus rythmée et tout aussi ludique, nous promet la production. Cette fois, il ne s'agira plus seulement de reconnaître un objet, mais aussi un son. Images tronquées, bruitage, enregistrement, extrait sonore au bruit du quotidien. Il faudra faire preuve de perspicacité. Regardez, je le fais.
C'est quoi Et c'est le schmilblick. Balle de ping-pong. Bonne réponse. Non, c'était c'est une bouteille qui s'ouvre. Oh non, t'aurais dû le laisser, parce que comme ça, en commentaire dans le chat et en commentaire sur Spotify et sur nos réseaux sociaux, les gens auraient pu dire hashtag le schmilblick, c'est une bouteille qui s'ouvre. Ah oui, merde. Je sais pas communiquer, moi. Rien, mais ils auraient gagné. J'ai tellement hâte qu'on fasse découvrir la boîte à prout. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est le schmilblick. Et sachez, ça, c'est la petite info en plus du résistant de Libourne. La production est assurée par Jérôme Revon, producteur et réalisateur français. Il est aussi connu à l'échelle libournaise, car il a exposé ses œuvres de street art en 2022 à la Chapelle du Carmel dans le cadre du cycle art urbain de la ville de Libourne. Il fait du street art ? Voilà, moi il y a eu beaucoup d'infos en très peu de mots. Camoulox. D'accord. Bah, entre quelques allocutions de Macron, un petit peu de street art, ça fait jamais mal à personne. Et puis on l'expose à Libourne, quoi. Paye pas de mine. Donc je pense que maintenant, à chaque fois qu'il y aura Flavie en France, il y aura le street art de Jérôme Revon juste à côté. Sur un plan. Petite expo, ça fera toujours plaisir. Dernière actu en bref, les Césars, on a des nouvelles du maître de cérémonie. Pas de maître et de maîtresse de cérémonie pluriel tournant cette année, puisque ce sera Benjamin Laverne qui sera choisi. On a un communiqué Canal+, c'est avec enthousiasme que Canal et l'Académie ont choisi de confier ce rôle emblématique à Benjamin Laverne, sociétaire de la comédie française et passionné du 7e art, dont la finesse de jeu, l'humour et l'élégance promettent une cérémonie joyeuse, rythmée et généreuse. L'inverse aurait été étonnant. On a choisi un mec ultra chiant pour faire une cérémonie pas glamour. Ouais. Voilà. Benjamin Laverne sera quand même entouré d'une collégiale d'artistes et apportera sa sensibilité et son sens du verbe pour célébrer la richesse et la diversité du cinéma français et l'ensemble des talents qui l'auront fait briller cette année. Par ailleurs, il y aura un César d'honneur qui sera remis à Jim Carrey pour l'ensemble de sa carrière. Et moi, je me suis noté ensuite, réaction de Pacôme, le seul à regarder la cérémonie. Super. Alors dis-toi que l'année dernière, je l'ai pas vraiment regardé, la cérémonie. Et je retire instantanément. Ne réponds pas de réaction de Pacôme dans ce cas-là. Allez. Non mais tu te souviens, en plus, vous vous souvenez pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé le jour des Césars il y a maintenant presque un an ? C'était la fermeture de C8 Énergie 12, le même jour. C'est vrai, oui. C'est vrai que c'était le même jour. Oui. C'est vrai que c'était le même jour. Donc je basculais de chaîne en chaîne dans ma... Voilà. Du coup, il l'annonce 6 mois avant le... Oui, généralement, il l'annonce assez tôt. Oui, 27 février, là. 4 mois. Sachant que l'annonce de Jim Carrey, c'était il y a une semaine. Pardon, excuse-moi. Non, c'est moi, excuse. Non, c'est juste... on va pas y arriver. Vas-y, on va faire bien propre. Tenez la parole, monsieur, elle est à vous. Pardon. On est en train d'essayer de rentrer à deux, bref. Non, d'autant plus que, à quoi bon faire une nouvelle cérémonie quand les Bravos d'Or existent ? Oh là là. C'est vrai, d'accord. Mais je pense d'ailleurs que ce sera Benjamin Laverne, mais de dos. De dos, oui, uniquement. Donc, pas comme Jim Carrey, ça avait déjà été annoncé la semaine dernière, donc ils annoncent 6 mois à l'avance pour les Césars d'honneur. Ouais. Et de mémoire, j'ai vu passer aussi des bandes annonces sur les réseaux sociaux de Canal. Alors Canal a ressorti les castings avec Benjamin Laverne, notamment celui où il fait semblant de faire une cérémonie des Césars, ce qui est cocasse. Mais j'ai vu une bonne promo tournée avec Louise Bourgoin qui fait pas mal Non, c'est tiré d'un autre truc, ça ? Tiré d'un autre truc, c'est tiré de la soirée d'anniversaire des 40 ans de Canal. C'est pour ça que ça parle plein de trucs sur les 40 ans. Voilà, c'est ça. C'est celle de la consultation qui a une fin que je trouve terrifiante d'ailleurs. Qui est pas très... CF, ce qu'on avait dit des 40 ans de Canal l'an dernier. Mais non, il n'y a pas eu de bande-annonce encore. Pour le coup, la bande-annonce, elle sort vraiment à quelques jours de la cérémonie. Juste, sur la news en elle-même, je suis quand même très surpris que Canal revienne en arrière sur son dispositif scénique, on va dire, puisque c'est vrai que ces dernières années, le choix de la collégiale avait été plutôt porteur pour la cérémonie. Ça avait été plutôt bien reçu dans l'ensemble pour une cérémonie qui est souvent considérée comme relativement molle, chiante, un peu autocentrée. Ça permettait d'avoir un peu de diversité et parfois d'avoir des bonnes petites surprises dans le lot. Un peu comme ça se fait aussi aux États-Unis de plus en plus. Maintenant, il n'y a plus une seule maîtresse de cérémonie, mais maintenant, c'est des collégiales aussi. C'est là-dessus qu'ils s'étaient inspirés. Donc, je suis étonné qu'ils reviennent en arrière là-dessus. Et à voir pour Benjamin Laverne. Alors, effectivement, il est plutôt bon. Et encore une fois, c'est figure Canal oblige. Il avait aussi fait la série Un entretien, qui joue beaucoup sur le malaise. Sur le malaise. Enfin, le manège. Le manège de la vie. Le manège à bijoux. Non, qui joue beaucoup sur le malaise en entreprise. Celui de Rachida Dati, non
pose la question. On dit qu'on n'en parlait pas. C'est ton analyse. Analyse. Donc, choix pertinent, mais j'attends de voir si le retour d'un présentateur unique est porteur pour la cérémonie en elle-même. Je suis pas persuadé de ce choix, mais on verra. J'espère que ça lui portera chance. J'espère qu'il aura la veine, Benjamin. Oh là là, arrête. Excellent. Ça Allez, c'est donc là-dessus qu'on va terminer J+7. J'espère que ça vous a plu. C'était un bon épisode. On a parlé de beaucoup de choses. Au final, avant l'émission, je me suis dit, mais est-ce qu'on aura de quoi remplir 1 heure ? Et bah voilà, on a rempli 1h50 d'émission. Voilà. Tous ensemble, avec plaisir. Merci le chat d'avoir été là. Merci aux diseurs Ryan, Antonio, Caperdrive, Ladec. J'ai vu Jean-Pat passer. Salut Jean-Pat, on parlait de Game One tout à l'heure. Voilà un historique de Game One qui est passé dans le chat. Qui a une chaîne Twitch, allez voir ça. Qui a une association aussi, allez voir ça sur internet. Voilà, tous les gens qui étaient là. Merci d'être passés, repassez la semaine prochaine, repassez toutes les prochaines semaines. J+7.fr, nos réseaux sociaux, on vous annonce sur nos quelles chaînes. A priori, s'il y a J+7 l'an prochain, la semaine prochaine déjà. Step by step. C'est J+7 l'année prochaine, parce que c'est les vacances, on vous tient au courant. Ce sera chez Alex, de retour chez Alex. Mais en tout cas, merci Paco, merci Arnaud, merci Jérémy. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Ça fait un plaisir. Bisous aux absents. Et nous, on se retrouve très vite pour le prochain numéro de J+7. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Qu'elle dit comment d'Athéna Silva déjà ? Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous avec ses mains. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour J+7. Bye.